Ce que nous voyons ici se passe en Croatie. C'est un décollage. Regardez comment l'avion s'incline, il se dirige vers le bord et à ce moment-là, il sort de la piste. Nous allons maintenant regarder par la fenêtre ce qui se passe. À ce moment-là, il roule sur la terre. Le moteur est pratiquement déjà au ras du sol. Évidemment, ils ont dû arrêter le vol. Non, non, non. Cela s'est produit en Croatie lors du vol OU412 à destination de Francfort depuis la Croatie. Évidemment, ils ont dû annuler le décollage à grande vitesse. C'était avec Croatia Airlines. Personne n'a été blessé. Rien de grave ne s'est produit, à part une frayeur et évidemment l'annulation du vol. Avec cette image, nous commençons la journée avec les informations « Regardez ». Bon, passons au prochain reportage. Regardez ce que les Ukrainiens ont inventé. Regardez-moi ça. Ils se sont maintenant spécialisés dans les drones. Eh bien, regardez ce drone. C'est un hexacoptère selon eux, avec une capacité d'une seule personne. Le drone peut transporter une personne blessée en plein combat. Eh bien, cela peut aussi très bien fonctionner pour transporter du matériel urgent ou pour évacuer un blessé, quand il doit simplement être pris en charge en urgence en pleine guerre. C'est, l'une des propositions. Ceci fait partie de ce qui est déjà montré une fois le projet terminé, une fois le produit fini, disons de ce qui est en train d'être fait. Là, il est en train d'atterrir. Regardez ça, écoutons ce moment où il atterrit. Et là, immédiatement, les hélices s'arrêtent. Et bon, en théorie, il y aurait déjà un médecin, des infirmiers, des infirmières qui seraient sur place pour la personne afin de les avoir ainsi. Aussi, l'innovation dans ce domaine, de ce conflit, et allons-y, passons à d'autres sujets. Voyons ce qui se passe. Comment vas-tu, Francisco Tapatia? À toute la communauté qui nous rejoint, merci beaucoup. Nous devons passer à une situation très grave qui se passe là-bas. Aux États-Unis, dans de nombreux pays et ici au Mexique, les alertes sont déjà lancées. Allons-y. Selon les rapports, une série d'avis d'alerte sont déjà lancés pour les États-Unis, pour le Mexique, pour plusieurs pays, afin que l'on tienne compte des informations disponibles sur le sujet de l'Ebola. Que se passe-t-il? Eh bien, des alertes sont déjà émises aux États-Unis. Pour commencer, il y a déjà un sujet important aux États-Unis. On a le premier cas réel, c'est-à-dire déjà confirmé d'Ebola, qui concerne un missionnaire américain qui a été testé positif et qui fait partie d'une organisation missionnaire américaine. Il s'appelle Sergio et il informe que le docteur Peter Stanford, missionnaire médecin en République démocratique du Congo, a été testé positif à la souche Bundingurio de l'Ebola après avoir soigné des patients à l'hôpital. L'organisation de ce Sergio indique que 2 autres missionnaires ayant soigné des patients dans la région, y compris l'épouse de Stanford, sont asymptomatiques et suivent les protocoles de quarantaine, tandis que les autorités répondent à des foyers d'Ebola qui continuent de croître. Aujourd'hui, on enregistre un nombre plus élevé de décès avec plus de 100 personnes qui ont perdu la vie, 116 pour être exact et 350 cas suspects. Et évidemment, cela a déjà déclenché les alertes aux États-Unis, où il est désormais demandé que les personnes venant de certains pays d'Afrique ne puissent pas entrer aux États-Unis, leur entrée étant annulée. L'entrée est-elle restreinte aux voyageurs venant des pays où il pourrait y avoir des foyers d'Ebola? En Afrique centrale, le pays va suspendre pendant 30 jours l'entrée des ressortissants non américains venant de ces régions à cause de cette épidémie, n'est-ce pas? Le CDC, Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, a annoncé cette suspension temporaire et l'interdiction d'entrer dans le pays de toute personne sans passeport américain ayant transité par la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Soudan du Sud, car il s'agit désormais de 3 pays. Aujourd'hui, Pépé évoquait le 3e pays, le Soudan du Sud, ainsi que le fait d'y avoir séjourné ces 21 derniers jours. Si tu as séjourné là-bas ces 21 derniers jours, tu ne peux entrer aux États-Unis sans être citoyenne américaine. Bien sûr, si tu es américain, j'imagine que oui, mais ils prendront des mesures. Le plus grave dans tout ça, c'est que les cas augmentent. Et il y en a déjà, comme tu le dis, 116. Nous parlons déjà de centaines de cas suspects.
Malheureusement, celui-ci a un taux de létalité très élevé. Un autre aspect frappant de cette épidémie, de cette souche d'Ebola, c'est qu'elle touche des jeunes, en particulier ceux âgés de 20 à 39 ans. C'est plus de 60% d'ailleurs, il s'agit de plus de 60% de femmes et de jeunes. Donc, en majorité des jeunes et des femmes. C'est un point qui attire l'attention. La propagation de cette maladie se fait dans des zones très étendues. On voyait déjà dans les premiers rapports qu'il y avait des cas à 1000 km de distance. Il y a eu un manque de contrôle. Un groupe d'Américains qui ont été exposés à des personnes atteintes d'Ebola, on ne sait pas s'ils l'ont ou non, mais ils ont été exposés venant des États-Unis. Des missionnaires? Ils se sont retrouvés à un moment donné sans même savoir où ils étaient, et c'est aussi un sujet préoccupant. Oui, eh bien, en fait, ce missionnaire dont nous vous parlions au début est déjà en train d'être transféré en Allemagne, où il va recevoir un traitement. Et, eh bien, 6 autres personnes vont également être évacuées. Elles sont déjà sous observation médicale pour ce même problème. Il s'agissait de personnes venant des États-Unis qui se trouvaient en République démocratique du Congo. Le ministère de la Santé du Mexique a émis un avis préventif de voyage en raison de l'épidémie active d'Ebola, et c'est pratiquement ce que font tous les pays dans le monde. Il recommande de ne pas voyager en République démocratique du Congo, de ne pas voyager en Ouganda, même si le problème est encore considéré comme présentant un faible risque, ce qui est aussi très important à prendre en compte. C'est-à-dire, ce n'est pas une alerte pour dire que, bon, au Mexique c'est déjà là, non, 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 c'est une alerte pour éviter de voyager, ou si quelqu'un de là-bas voyage, des mesures sont prises. Le document indique qu'il existe une surveillance épidémiologique internationale en raison de l'épidémie du virus Ebola. Bindi. Bundibugyo, d'après ce qui est rapporté dans les zones où il se transmet, c'est une zone d'alerte. Maintenant, évidemment, à un autre niveau, réalisé par l'OMS, même avec la surveillance de l'OMS dans ces zones, avec des fournitures de l'OMS, etc. En plus, eh bien, nous savons déjà qu'il y a toute une série de défis, de conflits internes, et même de groupes terroristes, qui attaquent la zone, c'est-à-dire, enfin, c'est évidemment un problème énorme. Mais la SSA, c'est-à-dire le secrétariat de la santé publique du Mexique, le secrétariat de la sécurité, le secrétariat de la santé. Il a dit donc que tout d'abord, l'infection se transmet par contact direct avec du sang ou des sécrétions ou des objets contaminés par des fluides. Est-il difficile d'être contaminé par cela ? Oui, il est aussi dit que détecter et isoler rapidement les personnes symptomatiques est compliqué. Cela diminue le risque de transmission. Il recommande aussi aux personnes qui prévoient d'aller en Afrique du Sud, par exemple, tu vois, ou dans des pays déjà mentionnés, comme on l'a dit, la République du Congo, etc., de faire attention, n'est-ce pas ? Ça m'interpelle qu'il cite l'Afrique du Sud, car je n'avais pas vu d'autres pays. C'est un très grand pays. Il n'y a sûrement pas beaucoup de mouvements, pas beaucoup de trafic entre les pays. Sûrement. Et donc, eh bien, il faut faire attention à cela, n'est-ce pas ? Ça m'interpelle parce que je me dis que ça fait quand même beaucoup de kilomètres d'un pays à l'autre, mais bon, c'est l'avis que donne le secrétariat de la santé du Mexique. Il est important de préciser que ces mesures qui sont prises sont essentiellement préventives. Et ce qu'elles visent, c'est simplement d'avoir d'abord des informations, et le cas échéant, prendre des mesures pour les personnes qui pourraient faire ces voyages. Ici, nous assurons le suivi de tout ce type de situation. Surtout en pensant à anticiper et à essayer de comprendre cela simplement à temps, et à savoir que des choses qui ne sont pas vraies ne se répandent pas. Là-bas, en République démocratique du Congo, il a précisé que cette situation s'est propagée, qu'elle s'est répandue, qu'elle s'est déjà étendue à Katagua, au nord Kivu et à Nyanyunde, en Ituri. Et ici, bon, cela, même si nous en avons déjà parlé, eh bien, tout à coup, comme ce n'est pas très connu. Pour nous, le Congo, c'est juste pour vous dire que l'épidémie commence au nord-est, mais elle est déjà au sud, elle est déjà en Ouganda et elle est déjà au Soudan du Sud. Là où l'épidémie apparaît, il y a le plus de cas et c'est de là qu'elle s'est propagée vers d'autres pays. Elle n'a pas sauté vers le sud, même s'il y a eu des cas dans le sud, elle n'a pas sauté vers le sud. Il y a eu peu de cas dans le sud, là où se trouve la majorité d'entre eux, c'est dans cette zone. Oui, et ensuite un cas en Ouganda, à notre connaissance, et un cas au Soudan. Du Sud, ce qui est aussi un sujet jusqu'à présent, disons que cela ne s'est pas trop rapidement répandu dans ce sens. On remarque que Ebola se comporte très différemment des autres virus ou d'autres situations, d'autres maladies. Mais ce qui inquiète et ce que disait le rapport il y a quelques mois, c'est le fait qu'il s'agisse d'une souche très forte.
Oui, oui, ce qui les inquiète le plus, c'est justement ça qu'il n'y a ni vaccin ni traitement. Donc, comme ils ne peuvent pas le contrôler, ils ne veulent pas que ça leur échappe des mains. Exactement. Passons à d'autres sujets. En attendant, les commentaires suivants de Donald Trump attirent l'attention. Passons à ce sujet. Et à la communauté qui nous rejoint, mettez un like, partagez. Un immense merci à tous ceux qui nous regardent en différé. Un grand merci pour cela, Raoul Tapatia, Moreau, à toute la communauté. Sébastien, comment vas-tu? Passons donc à d'autres sujets également importants. Allons-y donc. Regardez ce que dit Donald Trump. Nous allons l'écouter. Des pays sont venus me voir et ils ont dit « Nous étions sur le point de lancer une attaque très importante demain. » Je l'ai reporté pour un moment, en espérant peut-être pour toujours, mais peut-être seulement pour un moment parce que nous avons eu de très grandes discussions avec l'Iran. Il affirme avoir eu de grandes discussions avec l'Iran, que vous appelez une guerre, mais non, ce ne sont pas des discussions de guerre. Et il dit, essentiellement qu'il va reculer, qu'il va montrer son côté prudent et qu'il va revenir en arrière, qu'il n'agira plus. Cela parce qu'il serait apparemment déjà en train de entrer en négociation avec l'Iran. Eh bien, ça, on ne le sait pas encore, mais bon, apparemment, il a dit aujourd'hui qu'il avait annulé les attaques qui étaient censées avoir lieu demain, mardi, parce qu'il a parlé avec les dirigeants du Qatar, de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, et il a décidé de prendre une décision. Disons, arrêter tout ça, arrêter l'attaque, faire une pause pour faire avancer les accords de paix avec Téhéran. Aujourd'hui, d'ailleurs, Massoud Pezeshkian a également parlé de ce sujet. Nous avons commenté cela, mais bon, ce que Trump a dit, c'est ce qui suit. Il mentionne l'émir du Qatar, également bin Hamad al-Al-Thanani, le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, et le président des Émirats Arabes Unis, Mohammed Ben Zayed, dit-il. On m'a demandé de reporter notre attaque militaire prévue contre la République islamique d'Iran, qui était programmée pour demain, car des négociations sérieuses sont en cours. À mon avis, en tant que grand dirigeant et allié, un accord sera trouvé qui sera très acceptable pour les États-Unis d'Amérique, ainsi que pour tous les pays du Moyen-Orient et au-delà. Eh bien, il affirme que c'est grâce aux pays du Golfe que cette pause a lieu, car il avait déjà, en gros, le doigt sur le bouton rouge. Il y a des rapports selon lesquels ce qui s'est passé, c'est que les Iraniens ont perfectionné les attaques aériennes et qu'on craint que la prochaine phase de la guerre soit très différente. C'est-à-dire, ils craignent qu'ils aient un appris pendant ce processus et que la prochaine opération pour l'Iran sera beaucoup plus dure. Donc, face à cela, ils essaient aussi de tout orienter vers la diplomatie. Mais jusqu'à présent, non seulement l'Iran n'a cédé sur aucun de ces points, mais au contraire, il contrôle déjà le détroit d'Ormuz. Ils ont déjà présenté quelles sont ces autorités du détroit d'Ormuz en précisant qu'ils sont eux-mêmes les autorités. En gros, ce sont eux qui vont percevoir les droits, donc cela pourrait être vu comme une capitulation des États-Unis. C'est-à-dire, c'est comme voir la reddition des États-Unis, et cela va évidemment être très critiqué parce qu'au final, on se demande ce qu'on a gagné et ce qu'on a perdu. Non ? Et ils vont dire qu'on a gagné. Eh bien, on a éliminé le guide suprême. D'accord, et en quoi cela change-t-il ? Il y a un autre guide suprême, son fils, encore plus intense que lui. D'accord, il a été détruit. Enfin, les lanceurs, on sait maintenant que seulement 25% ont été détruites. Toutes les autres sont en service. Et maintenant, ils savent déjà qu'ils ont un pouvoir. C'est-à-dire, maintenant, ils ont découvert qu'ils ont certaines capacités. Avant, ils n'étaient pas si sûrs, c'était plutôt du bluff, non ? Maintenant, ils voient bien des choses différentes. Je trouve cette attitude très étrange, mais au final, quand tu vois le prix du pétrole, évidemment, tu te dis, il ne baisse pas, il se maintient à 112 $ en ce moment. Il est extrêmement élevé et face à cela, la pression internationale est énorme. En vérité, d'un côté, c'est une bonne chose que les choses se calment du point de vue de l'économie mondiale, pour le marché mondial des engrais. C'est-à-dire que les conséquences de cette guerre seraient dans certains désastreuses, une tragédie pour énormément de gens, des millions de personnes seraient retouchées à l'échelle mondiale. C'est-à-dire l'effet Iran, on va l'appeler comme ça maintenant, parce que c'est leur effet. C'est-à-dire, au final, eux, ils ont su utiliser un effet qui génère un problème mondial aussi important. Donc au final, la pression se retourne contre qui ?
contre celui qui tire, c'est-à-dire les États-Unis et donc les États-Unis. À un moment donné, ils n'ont pas d'autre choix que de se retirer, faire marche arrière et dire « Bon, on est parvenu à un accord ». Honnêtement, jusqu'à présent, il n'y a pas eu une seule occasion où il y ait eu un signe. La seule chose, c'est que, comme tu le dis bien, il y a eu plus de pessimisme que d'espoir. J'imagine que s'il y a un accord, au moins l'aile la plus diplomatique se manifestera et dira des choses comme « Bon, nous allons discuter, hein ». Le président iranien, dont on sait qu'il n'a pas le pouvoir dans le pays, a défendu le dialogue avec les États-Unis. Il dit et déclare donc qu'il y a une possibilité. Il y a une volonté de dialogue entre les deux pays et cette volonté va continuer. Donc il est possible que la garde révolutionnaire calcule et dise « Vous savez quoi, il est préférable qu'on parle ». Ils ne veulent plus seulement s'approprier le détroit d'Ormuz, ils comptent désormais le garder. Et si cela arrive, eh bien, dans le bilan des pertes et profits, ce serait considéré comme une perte, parce qu'au final, ils prendraient déjà le contrôle. On va dire de manière indirecte qu'il s'agit de 20% du pétrole mondial, c'est-à-dire, ce serait ça, et aussi du gaz et d'autres choses. C'est-à-dire, ce serait vraiment une très mauvaise nouvelle pour les pays du Golfe, à moins qu'il y ait une négociation pour qu'eux aussi se retirent. Si cela se réalise, au moins on peut dire qu'ils sont arrivés à une sorte d'égalité, non ? C'est-à-dire, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'un match nul si tu veux, mais au final, ils ne perdent ni ne gagnent. Parce que le détroit d'Ormuz, au final, s'il reste comme ça, c'est comme si tu avais soudainement beaucoup plus de pouvoir sur d'autres pays qui sont concernés. Super riches, comme regarde les Émirats Arabes Unis et tout ça. Un autre signe qui peut faire réfléchir à deux fois. Donc finalement, aujourd'hui, ils ont envoyé, enfin entre hier et aujourd'hui, non ? Ils ont envoyé plus de troupes vers l'Arabie Saoudite, comme pour donner un signal, tu vois, le Pakistan. Aujourd'hui, enfin, entre hier et aujourd'hui, ils ont envoyé plus de troupes vers l'Arabie Saoudite, comme pour donner un signal qu'ils allaient soutenir l'Arabie Saoudite. Même si nous savons que le Pakistan joue un triple jeu avec la Chine, avec l'Iran et avec les États-Unis, il joue. Et tout le monde. Il leur dit que si cela arrive, tu aurais plus, et avec les États-Unis, il joue sur tous les tableaux. Il leur dit non, mais ils perdent le compte. Il leur dit quand ? Non. Exactement, d'accord. Massoud Pezeshkian, d'ailleurs, affirme que le dialogue ne signifie pas une reddition, car nous nous souvenons que l'aile la plus dure du corps des gardiens de la Révolution refuse même de parler. Eux veulent y aller directement, en découdre, que tout se termine et voir qui reste debout, non ? En gros. Mais Massoud Pezeshkian continue de demander qu'un dialogue soit instauré, que c'est quelque chose de digne, que cela te donne de l'autorité et que l'objectif est de préserver les droits de la nation. Parce que Massoud Pezeshkian est vraiment préoccupé par l'économie du pays, il avait déjà dit plusieurs fois que l'économie ne tiendrait pas plus longtemps. Et donc, malheureusement, c'est une personne qui n'a pas... La vérité, c'est qu'il n'a pas le pouvoir nécessaire pour conclure un accord. Non, il ne l'a pas. Tout ce qu'on discute avec lui équivaut à parler à un messager. Il va voir ses chefs et leur dit « Les États-Unis disent mais que c'est comme ça, vous êtes d'accord ?» C'est essentiellement ça. Excellente question d'Isaïe Barra. Qu'en pense Pépé ? À ce stade, est-ce qu'on aime Trump ? Peut-on lui faire confiance ? Non, jamais. Ni pendant son premier mandat, ni sa première année. Merci. Non, à aucun des deux. Iran. Non plus, définitivement. Mais Trump, je veux dire, c'est très clair, on ne peut pas lui faire confiance, en tout cas, il reste le président. Et donc, pour nous, dans notre cas, eh bien, il convient donc de montrer l'information sur ce que dit Massoud Pezeshkian, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut croire de Massoud Pezeshkian ? C'est-à-dire, il se peut même qu'il dise la vérité en disant qu'il veut dialoguer, mais peu importe ce qu'il dit, parce qu'il n'a pas le pouvoir. Et dans le cas de Trump, évidemment, ce qu'il dit a toujours 2 ou 3 façons d'être interprété. Une façon, c'est qu'il veut peut-être négocier, parce que le Pentagone découvre en ce moment les capacités, au cours des dernières semaines C'est-à-dire, la guerre a commencé et disons que les premiers jours ont été très réussis pour les États-Unis. Les jours suivants ont changé. Et ensuite, la situation a commencé à s'inverser, comme on dit ici, et soudainement les choses n'étaient pas plus aussi réussies. Des problèmes sont apparus avec certains avions, qui se sont écrasés, qui ont été abattus, ou encore des attaques contre plusieurs pays du Golfe. Il faut se rappeler qu'on a tenté d'attaquer et même endommager une installation nucléaire en Israël. Autrement dit, on va commencer à opérer d'une manière différente. Et selon les rapports actuels sur les infiltrations menées par les militaires américains, c'est ce mouvement-là. Dans le calcul de la guerre, ils disent Les Iraniens tirent rapidement les leçons du conflit, et cela peut représenter un risque, donc il n'est pas nécessaire de poursuivre la guerre. Alors qu'as-tu à gagner ou à perdre ? Eh bien non,
Tu n'y gagnes pas tant que ça en réalité et tu peux y perdre beaucoup, donc ne continue pas. Et l'affaire est réglée. Ici, on dira qu'ils ont négocié, qu'on leur a mis la pression, les récips sont une chose. La réalité est très différente. Eh bien, très bonne question, parce qu'en effet, n'est-ce pas? En général, franchement, à ce stade, il est difficile de croire les politiciens. Pas seulement Trump, mais oui, c'est pour ça qu'il faut toujours se demander « Pourquoi veulent-ils dire cela? Quelle était la motivation ?» Exactement. Et l'autre possibilité pourrait être, et cela dépendra des faits, qu'ils envisagent d'attaquer, parce qu'il l'a déjà fait plusieurs fois. Trump, c'est quand il semble le plus vouloir négocier qu'il attaque, et en fait il l'a répété plusieurs fois, de nombreuses fois. Parfois il paraît vouloir négocier, tendre la main, puis il ne le fait pas, donc on ne sait jamais. Il est vraiment difficile de prévoir la suite. En gros, ce sera ce qu'il estimera être le plus avantageux, essentiellement pour ses propres intérêts et surtout pour les élections de mi-mandat. Écoutez, regardez, on passe à la carte. On passe à la carte. Regardez. Il y a une série de rapports attendus pour les prochaines heures concernant des tempêtes très violentes. Ici, il y a quelques instants, nous avons eu des orages assez intenses par moments et dans certaines zones de la ville métropolitaine de Monterrey. Mais une alerte a été lancée car on s'attend à une série de phénomènes qui pourraient affecter jusqu'à 13 millions de personnes aux États-Unis. Évidemment, ajoutez aussi les répercussions qui peuvent survenir pour le Mexique. Si on le regarde du point de vue des orages, comme on l'a déjà vu, la ligne d'orage, assure-t-il, est historique. C'est-à-dire par sa taille, par la façon dont elle se comporte, et surtout par-dessus tout. Regardez, ici, il ne s'agit plus de voir celle d'hier ni celle d'aujourd'hui, mais celle qui arrive, pour demain, le 19 mai. Qui s'étend du sud du Mexique vers Oaxaca jusqu'à pratiquement le Canada. Oui, c'est-à-dire c'est une ligne d'orage, ici on peut le voir très clairement, c'est une ligne d'orage très large dans laquelle l'orage frappe essentiellement le Midwest et une partie de l'Est des États-Unis. Ils estiment que des dizaines de millions de personnes sont en danger. 13 États, dont le Michigan, l'Illinois, le Kansas, le Nebraska, ont déjà émis des alertes. Cela fait déjà plusieurs jours que nous mettons en garde à ce sujet et nous avons déjà parlé des effets constatés jusqu'à présent. On prévoit la formation, rien qu'entre aujourd'hui et demain, de 40 à 50 tornades. Cela peut se produire en quelques heures, surtout dans l'après-midi, lorsque les conditions sont les plus favorables. Des villes comme Chicago, Kansas City et Minneapolis sont dans la zone à risque de coupure de courant massive. Les vents peuvent évidemment dépasser les 120 km/h, et ils sont capables d'arracher des toits, de détruire des structures et de laisser les villes, les communautés isolées pendant un certain temps. Donc cela est en train de s'intensifier, la saison des ouragans vient tout juste de commencer, cela ne fait que quelques jours. Les vents que nous avons déjà observés commencent aussi à avoir des effets sur la chute d'arbres, sur les coupures de courant qui ont été signalées. Ici, on vous informe et on vous tient au courant, c'est le but de cette chaîne. Vous donner des mises à jour pour que vous soyez informés, n'est-ce pas? Pour être plus précis, on signale actuellement le nombre suivant de coupures de courant. 208 000 foyers d'accord qui sont actuellement sans électricité aux États-Unis. Il y a 208 000 foyers, commerces et bureaux, n'est-ce pas? 208 000 foyers qui n'ont pas d'électricité, surtout dans le Michigan, c'est la majorité. Près d'un quart de toutes les coupures de courant est au Michigan, et Kansas City est presque à égalité, puis viennent les suivants. Le Missouri, l'Ohio, l'Indiana, la Californie, le Wyoming et même le Nouveau-Mexique ont aussi de petites coupures de courant, mais là ce n'est pas autant, non, pas aussi importante. Ce qui attire l'attention, c'est qu'il y a 50 et 1 449 foyers sans électricité en ce moment. Si tu comptes 3 ou 4 personnes par maison, cela fait environ 200 000 personnes sans électricité actuellement. Là-bas dans le Michigan, et bon, à peu près la même chose au Kansas. Ce n'est pas rien, c'est aussi pas mal de monde, et c'est pareil pour le Missouri, l'Ohio.
En somme, ils estiment qu'un peu plus d'1 million de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Un sujet évidemment préoccupant en ce moment pour les États-Unis, n'est-ce pas, avec ces pluies intenses. Elles représentent, disent-ils, un risque d'inondation soudaine, parce que ce sont des pluies torrentielles, des pluies qui soudainement ne peuvent pas être absorbées par la Terre elle-même. Ce phénomène affecte également et génère des tornades, car il y a un choc entre le froid venant du nord et la chaleur venant du Golfe, et ce choc crée donc des conditions, dit-il, idéales pour les supercellules, qui sont, selon le rapport, extrêmement dangereuses. Les supercellules sont des tempêtes destructrices capables de produire de la grêle, de la taille de balles de baseball. Et les tornades, nous le savons déjà, pas seulement les tornades classiques, qui se forment aussi dans ces conditions. Les experts du service météorologique des États-Unis assurent que cela va encore se prolonger jusqu'à demain. Et peut-être après-demain, déjà après-demain, mercredi, la probabilité va beaucoup diminuer, mais demain encore. C'est ce que nous voyons là, n'est-ce pas ? Alors tenez-en compte s'il vous plaît, et bon, vous me tiendrez au courant de l'évolution du sujet. Une région connue sous le nom de, comment ça s'appelle ? Le couloir des tornades ou le corridor des tornades. On dirait que ça s'est déplacé un peu. Oui, mais regarde comme c'est curieux. Regarde où se trouvent les orages, juste dans le couloir même, c'est-à-dire, ce couloir, c'est justement comment ça s'appelle déjà ? Le couloir des tornades qui va du Texas jusqu'à pratiquement l'Illinois, non. Toute cette zone, c'est-à-dire les États des Grands Lacs, en gros, non. Toute cette zone est ce couloir où il y a chaque année 400 tornades, mais imagine, c'est 400 tornades par an. Mais là, cette tempête, rien que sur ces 2 jours à peu près, on estime la formation de 40 à 50 tornades, c'est-à-dire le quart des tornades de l'année. Ça se fait en 2 jours pratiquement. C'est pour ça qu'ils disent que c'est, selon eux, une tempête historique, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, d'où l'importance de ce cas, et évidemment au Mexique, surtout dans le nord-est, il faut faire attention à ne pas baisser la garde, parce que ce n'est pas une zone avec autant de tornades qu'aux États-Unis. Oui, il n'y a pas autant de plaines, même s'il y en a, surtout du côté de Coahuila, non ? Exactement, mais... Et la partie nord ? Coahuila ? La partie centre-sud de Coahuila est déjà un peu plus montagneuse. Cette partie peut avoir des plaines, et des tornades peuvent s'y former, ou y être plus violentes. La différence aussi, c'est que ici au Mexique, on construit avec du béton, c'est-à-dire avec des matériaux lourds. Et les tornades, oui, elles peuvent te faire du mal, évidemment, mais pas tant que ça, c'est-à-dire qu'elles ne détruisent pas ta maison. Ce serait très difficile s'il y a une cabane ou une maisonnette en tôle dans des zones très défavorisées. Ça peut arriver, évidemment que là ça va les affecter, mais en général, la plupart des constructions sont faites en dur. On ne voit pas ce type de catastrophe, même si cela peut causer des coupures de courant, des chutes d'arbres ou des incidents similaires. Quoi qu'il en soit, ne vous fiez pas à la grêle, ça reste une pierre qui tombe du ciel. Donc en gros, c'est un sujet qui comporte évidemment des risques, non ? Et en plus, ça se forme soudainement. Le problème, c'est ça. Ou ça, contrairement à un ouragan ou à d'autres phénomènes que tu peux voir à l'avance. Ils prennent du temps, l'ouragan. La tornade ne te laisse pas beaucoup de temps, c'est-à-dire entre le moment où elle se forme et celui où elle commence à faire des dégâts, c'est rapide, non ? Pareil. Une tempête, une supercellule, et ça c'est très soudain. Tout à coup, la supercellule est déjà là. Tu l'as au-dessus de toi ? Non. Pas exactement. Eh bien, passons à d'autres sujets, d'autres nouvelles également importantes. Écoutez, on signale cette image, elle circule sur les réseaux sociaux et dans différents médias. C'est le moment où des commandos de la marine israélienne auraient pris le contrôle d'un navire qui se dirigeait vers Gaza. Que sait-on de cette situation ? Où en est-on ? On voit de nombreux bateaux de personnes qui ont l'intention d'arriver à Gaza, ainsi que des activistes qui veulent y aller et aider. Eh bien, ils ont tous été arrêtés et c'est un autre cas parmi tant d'autres. Le bateau s'appelle Vinco Volo, et il a été arrêté alors qu'il quittait Chypre au moment de cette arrestation. C'est juste un de plus, il y en a déjà eu beaucoup. Au début, c'était encore une info, maintenant il y en a tellement.
Ils arrêtent tout le monde, alors à quoi bon? C'est-à-dire, ils arrêtent tout le monde. Donc, ils arrêtent tout le monde. Récemment, ils ont arrêté un activiste, il me semble qu'il était espagnol. Ils l'ont gardé détenu assez longtemps et ça a beaucoup attiré l'attention. D'habitude, le lendemain, ils les renvoient, mais ce personnage-là, non. Oui, c'était inquiétant car ils ont évoqué de possibles liens avec le Hamas. Alors attention, quand on t'annonce cela, c'est peut-être pour te détenir plus longtemps. Exactement, voilà comment sont les choses en ce moment là-bas en Israël et en Méditerranée. C'est là qu'ils font les arrestations, c'est-à-dire Ils partent toujours de Chypre? exactement, c'est-à-dire beaucoup viennent d'Europe, d'autres endroits, puis ils arrivent à Chypre et ensuite de Chypre ils partent vers Gaza, n'est-ce pas? Qui est cette zone, ce petit bout à peu près d'ici à ici. Ils essaient normalement d'apporter de l'aide et, eh bien, la plupart du temps, ils sont arrêtés par les forces de défense israéliennes. Exactement. Eh bien, ils ont déjà arrêté 39 des plus de 50 embarcations qui ont été interceptées et évidemment, il y a une réaction de la part du président de Turquie qui ne se retient à aucun moment. Oui. Cet Erdogan a qualifié cette action d'Israël de piraterie et de banditisme et il a dit que c'est une mentalité fasciste de la part du gouvernement israélien. Eh bien, de fortes déclarations d'Erdogan qui a été de plus en plus virulent dans ses prises de position sur Netanyahou et sur Israël. Un sujet qui attire aussi beaucoup l'attention. Il a même lancé des avertissements en disant que s'il arrive, il ne doit pas y avoir de tentation. Il dit qu'ils ne doivent pas attaquer les Turcs parce qu'ils assurent qu'ils ne sont ni le Liban, ni l'Iran ou les Iraniens, qu'ils ont, disons, une vraie force, un vrai pouvoir, pas seulement en apparence. Cela aussi attire l'attention en ce moment. Passons à d'autres sujets importants, quelque chose d'autre de la région du Liban, d'Israël, toute cette zone. Celui-ci, oui. Non, oui, un fait curieux concernant les personnes qui ont été arrêtées. La sœur du président irlandais, Catherine Connor, faisait partie des 8 citoyens irlandais arrêtés qui se trouvaient sur l'un de ces bateaux. Merde, bien. Il y avait, oui, C'est vraiment fou. Honnêtement, ça attire l'attention parmi tout ce qui s'est passé. Ce que j'ai aussi remarqué, c'est que ces opérations sont presque toujours des voiliers, tu vois? Oui, ce sont presque toujours des bateaux plus petits. Des petits bateaux, ce sont des voiliers, et là ils transportent des médicaments, de la nourriture et ce genre de choses. Évidemment, ce que craignent les Israéliens eux-mêmes, c'est qu'ils transportent des armes ou d'autres choses, mais normalement ce genre de choses, ce genre de munitions ou d'armes, viennent généralement d'Iran. Mais bon, au final, c'est l'attitude qu'a Israël à ce sujet et qui a évidemment été fortement critiquée depuis déjà un certain temps. Regardez, il y a un mouvement, on voit Vladimir Poutine arriver. Ce sont des images d'archives, non? Mais la visite elle-même aura lieu demain. Ici, on voit des images d'une visite ou des images d'archives montrant Xi Jinping et Poutine se rencontrant. Mais plus que l'image d'archives, nous la montrons parce que la visite de Poutine à Xi Jinping aura lieu demain, le 19 mai. Mais c'est une visite très importante parce que, au final, ce qui est en jeu ici, c'est une question de confiance, qui, eh bien, reste fragile à tout moment. Surtout en pensant qu'en l'absence d'un soutien clair de la Chine, la Russie pourrait se retrouver très isolée du reste du monde. Maintenant, oui, complètement isolée. Et donc voilà la situation. En ce moment, pendant que la situation reste incertaine, Vladimir Poutine mène des exercices militaires, allant même jusqu'à déplacer des armes nucléaires pour s'entraîner avec la Biélorussie. La Russie et la Biélorussie mènent des exercices militaires avec l'utilisation d'armes nucléaires. C'est un sujet qui est, comme d'habitude, leur bon vieux classique. Comme on dit, ils sortent toujours ce genre d'armement pour les exhiber, pour les montrer quand ils se sentent affaiblis ou menacés. il faut rappeler qu'il y a quelques mois, la Russie a déployé ses armes nucléaires en Biélorussie. Un sujet qui a suscité beaucoup de peur, beaucoup de commentaires de la part de l'OTAN. Et voilà, le ministre de la Défense de la Biélorussie a confirmé qu'aujourd'hui, lundi, des exercices ont commencé avec la participation d'unités de missiles et d'avions de guerre. Et il dit, le commentaire est le suivant. Lors de l'exercice en coopération avec la partie russe, il est prévu de s'entraîner à la livraison de munitions nucléaires et à leur préparation à l'utilisation. Cela a attiré l'attention. Le ministère n'a pas précisé que les manœuvres ne visaient aucun pays tiers,
car ce type de simulation implique généralement un troisième pays, n'est-ce pas? Une simulation avec un pays tiers. Cela n'a même pas été mentionné, mais bon, cela fait partie des exercices qui, comme on le dit parfois, servent à susciter la peur, n'est-ce pas? Oui, il faut aussi se préparer à utiliser ces armes, mais c'est surtout un message du genre « on a du pouvoir, n'est-ce pas ?» Et bon, de temps en temps, tu vois, ce genre d'armes apparaissent, non? Normalement, c'est comme ça. Quand il y a soit une attaque forte de l'Ukraine, soit une déclaration musclée de l'OTAN, c'est-à-dire, c'est une réaction de plus en plus claire, non? Non, ils ne se laissent même pas distraire, non? C'est-à-dire, ils sont très préoccupés par ce qu'on dit, ça les inquiète beaucoup, et même pas seulement ce qu'on dit, et même pas en interne, parce qu'en interne, tout est censuré en ce moment, donc il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus. Non, 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 je ne sais pas quoi faire. Mais c'est à l'extérieur, non? On dirait qu'ils sont très préoccupés par les commentaires sur leur faiblesse géopolitique, ça les inquiète beaucoup. Mais cela a aussi généré une faiblesse interne de plus en plus visible. Alors, quel est le bénéfice dans tout ça, non? D'opérer, d'engager des ressources et d'utiliser des armes, de faire des mouvements très menaçants si tu veux, de montrer leur force et même d'essayer de pousser la Chine à se ranger de leur côté, ou du moins d'essayer. La Chine traverse actuellement une période très compliquée, comme de nombreux autres pays. C'est-à-dire, il y a actuellement une crise énergétique, et cette crise énergétique provoque ou accentue encore plus la baisse de la consommation. On en parle tout de suite. La situation au Mexique ressemble beaucoup à celle du reste du monde. C'est-à-dire, il y a une diminution de la consommation qui est maintenant bel et bien confirmée. Parce que bon, c'était le ressenti que nous avions, non? Des gens qui ont leur entreprise nous le disaient en là-bas, et ici, vous nous en parliez aussi. Eh bien, c'est qu'ils ont du mal à vendre. Exactement. Peu de gens achètent. Enfin, sauf pour la nourriture, car il faut bien manger, non? En fait, c'est plutôt les petits restaurants ou les quincailleries. En fait, parfois, tu te dis que tu n'achètes pas, tu veux peindre ou faire autre chose, mais ce n'est pas urgent. Bon, alors tu repousses au mois suivant, puis au mois d'après, et quand tu fais ça massivement, il y a des gens qui disent « il ne me rentre plus rien du tout, rien pour survivre, tu vois, pour maintenir le commerce ». Donc cet effondrement commence à se voir en Chine et aussi dans d'autres régions importantes, non? Et ça aussi c'est préoccupant, n'est-ce pas? Évidemment. Aussi, écoute, puisqu'on parle de la Russie, aujourd'hui, on annonce que la défense aérienne russe a accidentellement abattu un de ses hélicoptères. Cela s'est produit alors qu'ils tentaient d'intercepter des drones ukrainiens, car les systèmes ont abattu un de leurs hélicoptères qui faisait exactement la même chose, essayer de détruire 2 drones et malheureusement, tout l'équipage a perdu la vie. Cela a été rapporté par des correspondants militaires russes. Ce sont eux qui diffusent ces informations, ils ne donnent pas beaucoup de détails, évidemment, mais ce sont eux qui fournissent ces informations. L'État n'a rien dit et aujourd'hui aussi Donald Trump prolonge. Vous vous souvenez qu'il y a quelque temps, presque au début de la guerre avec l'Iran, il a mis en place une autorisation pour que les gens puissent acheter de l'essence à la Russie. Oui. Et aujourd'hui, il prolonge de 30 jours supplémentaires cette autorisation pour pouvoir acheter du pétrole brut russe qui se trouve en mer. Il doit être en mer. C'est un point important à cause de la crise du détroit d'Ormuz et il semble que ce soit pour aider les pays qui traversent une crise. Et donc, il leur donne la possibilité de continuer à acheter en Russie qui, eh bien, a un pétrole vraiment bon marché, n'est-ce pas? C'est aussi un sujet qui a été critiqué par l'Union européenne la première fois qu'il a été mis en place. Parce que comment peut-on donner de l'argent à la Russie qui l'utilise pour la guerre? C'est-à-dire, eh bien, comment penses-tu alors que sera, en supposant que ce soit la nouvelle relation entre Poutine et Xi Jinping, non? C'est-à-dire que la relation se refroidisse. Quel message allons-nous voir demain? De Xi Jinping et de Vladimir Poutine. C'est-à-dire soit un message très chaleureux du genre « vous êtes les meilleurs comme toujours », soit allons-nous voir quelque chose de plus institutionnel, peut-être plus formel. Si c'est froid, c'est-à-dire c'est mon pote, mais on n'est pas pareil, non? Oui, généralement, Xi Jinping ne fait pas, comme on dit ici, il ne fait pas de pas à la légère, il ne se laisse jamais faire, il ne se vend pas au plus offrant, il ne l'a jamais fait. Plusieurs fois, Vladimir Poutine est littéralement allé avec un projet en espérant que Xi Jinping lui dise oui. Comme ce projet de gazoduc, un gazoduc qui doit passer de la Russie à travers la Chine, et la Chine ne veut pas, non? On l'appelle le transsibérien ou le sibérien, quelque chose comme ça. Eh bien, c'est un énorme projet. C'est un projet qui ne... C'est pas réalisé.
Chaque fois qu'il se voit, il revient avec ce projet en se disant que cette fois il va le convaincre, prépare son discours, mais n'y parvient pas. Ce sujet m'intéresse beaucoup. Xi Jinping n'est pas manipulable, il sait ce qu'il veut et Donald Trump comme Vladimir Poutine peuvent lui promettre la lune et les étoiles. Il ne va pas céder car il sait exactement ce qu'il veut pour la Chine. Et regarde, puisque tu dis ça, il y a un message que Donald Trump lance à propos de Xi Jinping qui attire mon attention. Ce n'est pas ce message. Écoutons-le et vous me donnerez votre avis. Vous pensez que Donald Trump a déjà, disons, baissé la tête devant Xi Jinping et qu'il est maintenant aux ordres du président chinois ou qu'il mène son propre jeu? Qu'en pensez-vous? Voyons, laissez-moi vos commentaires, vos avis. Regardez, voici ce qu'il dit ensuite. Notre armée est la plus grande armée du monde. Je viens de quitter la Chine et je dirais que le président Xi a été très élogieux envers notre armée. Il était en fait impressionné par notre armée. Nous avons la plus grande armée du monde. Nous n'allons pas laisser l'Iran avoir une arme nucléaire. Donc, notre armée est la plus grande armée. Eh bien là, le message se répète. C'est-à-dire, Donald Trump dit que son armée est la plus grande du monde, ou la meilleure, la plus forte, peu importe, mais son Qui est super. estomaqué, que Xi Jinping leur aurait apparemment fait des commentaires positifs, comme s'il disait « Waouh, oui, Non, pas waouh. J'espionnais, ils vont bien. ils sont bien lavés. J'ai déjà vu qu'ils ont ceci, cela. » Je n'ai pas la liste ici. Mais le point, c'est qu'il a été impressionné, dit-il, par les forces militaires des États-Unis. Imaginez, quelqu'un peut-il imaginer dire à Xi Jinping ou à Donald Trump « Waouh, votre armée est impressionnante ?» Non, évidemment, non, 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 non. Mais bon, c'est lui. C'est un message qui, en fait, montre ce que fait Trump parce que tout est très évident dans ce sens-là. Trump cherche toujours à t'imposer un récit, non? C'est ce qu'il fait. Et sinon, il fait des choses très évidentes, très drôles, parce que c'est ce qu'il dit. Il dit qu'un médecin affirme que j'ai la meilleure santé du monde. Ce n'est pas la version classique. Sinon, le médecin donne toujours des noms. Mais sinon, il n'en donne pas. Rien de plus. Il dit, c'est comme si soudain, il affirmait qu'un ingénieur a inventé une machine à voyager dans le temps. Mais quel ingénieur a dit ça? Et donc, enfin, non. Surtout si tu vas donner une information et que c'est toujours une information qui t'avantage, non? Parce qu'en plus, c'est toujours positif pour lui, n'est-ce pas? Alors maintenant, il veut faire croire que Xi Jinping admire l'armée. Honnêtement, non. Ce n'est pas le cas. Non. Le point ici, c'est pourquoi il y va. Parce qu'il voudrait convaincre le public américain que Xi Jinping est sympa avec l'armée. Ça veut dire qu'il veut changer le récit maintenant et dire « Regarde, après t'avoir dit qu'ils étaient les méchants, maintenant ce sont les gentils. » Pas seulement parce qu'on va faire des affaires et que le problème est réglé. Donc même quand Biden venait juste de le rencontrer, il l'appelait déjà dictateur et il faisait ça. C'est-à-dire, et même avec ça, non, il ne le faisait pas. Il a juste dit la vérité, non? C'est-à-dire, non, il n'a rien dit qui n'était pas vrai non plus, mais évidemment la réaction de la Chine a été, enfin, ils se sont clairement énervés. C'est-à-dire, Biden était là à lui parler, en y allant doucement, mais en réalité c'était plus intense. Au moment de faire des commentaires, et il faut rappeler qu'il n'a jamais rendu visite à Xi Jinping en Chine. Maintenant, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'a pas été invité ou simplement parce qu'il ne l'aimait j'aime pas, mais avec Trump, les choses me sont différentes et lui, il se concentre plutôt sur les affaires avec la Chine. C'est aussi un sujet évidemment très important, non? Alors, eh bien, passons à d'autres sujets qui, je pense, sont parmi les plus importants de toute l'émission, mon ami. Passons au suivant. Regardez, ce qui était prévisible, c'était une crise alimentaire mondiale. Et c'est ce que rapporte Yves de Cooper, qui avertit qu'il y a une crise mondiale. Hein? Ce que je vais vous dire. Nous le disons déjà depuis un certain temps, nous sentions que le problème du détroit de Bering, le stress hormonal, allait dans cette direction. Et ce n'est pas parce que nous le disons ou que cela nous est venu à l'esprit, mais parce que nous voyons différents rapports, que ce soit d'Afrique, de pays d'Asie, de différentes régions, n'est-ce pas? Et il disait avant qu'une crise alimentaire mondiale allait arriver,
qui allait toucher des millions de personnes. Certaines choses, sans exagérer et très sérieusement, c'est un peu trop. Voilà à quoi va ressembler le problème. Mais au fur et à mesure que les choses avançaient et qu'on voyait que le pétrole continuait d'augmenter et que ça ne s'arrêtait pas, et que jusqu'à présent ça ne s'est pas arrêté, ce serait peut-être une autre raison pour arrêter le conflit, même avec des pertes pour les États-Unis. Le ministre des Affaires étrangères britannique. On ne parle pas ici de cette Somalie, n'est-ce pas ? Le Britannique affirme qu'il est nécessaire d'exercer une pression urgente pour obtenir la réouverture de cette affaire. Ce n'est plus tenable, mais ce n'est pas tenable à cause de l'énergie. Oublie l'énergie, c'est à cause des engrais. Le problème des engrais, c'est... Regardez, nous vivons on ne s'en rend peut-être pas compte, mais nous vivons une époque dorée pour l'alimentation, n'est-ce pas ? Comment ça se fait ? S'il y a de la faim, oui, malheureusement, il y a parfois un déséquilibre et de la faim, c'est vrai, mais je veux dire qu'à l'échelle mondiale, jamais on n'a produit autant de nourriture qu'aujourd'hui. On produit même trop de nourriture. Il y a des estimations qui affirment qu'entre 3 et 5 planètes pourraient être nourries parfaitement avec la nourriture qui est produite. C'est-à-dire, on produit énormément. Et à bas prix, on produit à bas prix, on produit beaucoup et à bas prix. Oui, le problème c'est que les choses sont manipulées pour que ça ne soit pas si bon marché et aussi pour que ça n'arrive pas à tout le monde, n'est-ce pas ? Parce que sinon ce n'est plus aussi rentable. Donc le fait est qu'on produit beaucoup. Mais pourquoi produit-on autant ? Il y a plusieurs facteurs, mais surtout grâce aux avancées des connaissances humaines, à la technologie, c'est-à-dire les engrais, les méthodes agricoles modernes, la génétique. C'est-à-dire beaucoup de choses ont été développées pour que la nourriture qui te donnait auparavant un petit épi de maïs t'en donne 5, même avec peu d'eau, même avec un excès de chaleur ou de froid. C'est-à-dire nous arrivons à avoir des cultures ultra résistantes à presque tout. Donc il y a beaucoup de progrès et les ravageurs sont rapidement stoppés et tout ça. Et le point c'est qu'on produit, et c'est ce qu'on produit. Cette partie, cette époque dorée que nous avons vue dans ce sens, eh bien c'est très bien, mais elle est aussi fragile. Autrement dit, si un des facteurs ayant permis une planète aussi riche en nourriture s'effondre. Si l'un de ses pieds de la table tombe, elle se déséquilibre et s'effondre. Et tu crées peut-être quelque chose que nous n'avons jamais vu de notre vivant, n'est-ce pas ? Du moins, la majorité des êtres humains en ce moment, du moins ici en Amérique latine, qui est un. Heureusement, nous vivons sur un grand continent, sincèrement dans toute l'Amérique, car il est très productif, et qui a une forte culture de l'agriculture et du monde rural. Cela fait de nous la corne d'abondance de la planète, ce qui pourrait être l'Afrique, mais ce n'est pas le cas à cause des conflits. C'est aussi simple, non ? Et parce que là-bas, imaginez, chaque pays, différentes langues, différentes religions, différentes. C'est-à-dire, ici, ce qui nous unit, c'est que nous parlons tous la même langue, que nous avons beaucoup de similitudes dans beaucoup de choses. Au final, ici, c'est vraiment la corne d'abondance, dans le bon sens du terme. Je pense vraiment que nous avons un potentiel incroyable. Mais le ministre, si un pays britannique avec la résilience des Britanniques, s'il te dit de faire attention à ce qui arrive, c'est un problème, c'est un impact qui va être très fort. C'est Yvette Cooper qui le dit, et cette déclaration m'a paru parmi les plus marquantes, parce que j'insiste, c'est un pays du premier monde qui te le dit, et il voit dans courbe déjà le problème, même pour eux. Exactement. Ce qu'affirme la ministre et Yvette Cooper, c'est que si la planète avance à l'aveugle vers une crise alimentaire mondiale, elle dit qu'il ne reste que quelques semaines. Il faut agir dans les semaines qui viennent dans des régions comme l'Europe, le Royaume-Uni et les États-Unis. En ce moment même, on signale déjà des problèmes dans le secteur agricole parce qu'il n'y a pas assez d'engrais et que, de ce fait, la nourriture est devenue inabordable à cause du prix des engrais, ce qui touche déjà des millions d'agriculteurs. Les agriculteurs n'y ont pas accès ou cela leur coûte trop cher. Il ajoute que sans approvisionnement garanti, les conséquences se feront sentir l'année agricole suivante. Déjà, l'ONG, qui dépend de l'OMS, non l'ONG Programme alimentaire mondial, avertit d'une augmentation critique de l'insécurité alimentaire. Et environ 45 millions de personnes pourraient basculer dans la faim extrême. Imaginez-vous cela, c'est-à-dire 5 fois l'Uruguay, non, 5 pays comme l'Uruguay entier en situation de faim extrême. Je veux dire, c'est le sujet. Ce sont 45 millions. Il dit 45 minutes, 45 millions. C'est-à-dire, ce ne serait pas comme s'il y avait 5 millions, ce serait là-bas en Uruguay. En Uruguay. Imagine, ce serait comme 10 de plus, n'est-ce pas ? C'est impressionnant. Honnêtement, c'est énorme.
N'est-ce pas? C'est comme, je ne sais pas, presque la moitié de la population du Mexique. Donc oui, c'est quelque chose de très grave. Et je retiens cette phrase qui dit que le monde avance en somnambule vers une crise alimentaire mondiale. Cet avertissement, eh bien, qu'on ne dise pas qu'on ne l'a pas entendu, qu'on ne l'avait pas, que personne ne nous a prévenus. Non, le problème est bien là. Et ces gens-là ne plaisantent pas avec ces petites phrases, non, ça ne les rend pas plus populaires ou moins populaires. Personne n'écoute ces petites phrases, on ne dit rien. Qu'on ne vienne pas dire, c'est précronçon, c'est pour faire peur. À qui ça fait peur? Si personne n'écoute, les gens regardent le foot ou font autre chose. Donc ce n'est pas dans les esprits. Demande à quelqu'un et dis-le toi-même. Tu sais qu'il y a une crise mondiale? Ils ignorent tout, ne savent pas de quoi tu parles ni ce qui arrive. Non, rien de tout ça. C'est pour ça que c'est important dans les infos, de mon point de vue, parce que tu essaies de voir un peu plus loin. Et comme quelque chose de mondial, très lointain, où nous serons sans doute dans d'autres mondes au cours de notre vie. Mais ça frappe à l'une des portes et ça dit, ici il y a des extrêmes, mais ça frappe à l'une des portes et ça dit, ici il y a un problème qui, au final, s'est produit. Eh bien, la guerre est la stratégie de l'Iran de dire, si je pars, je les emmène tous avec moi, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est leur stratégie. C'est, si je pars, je les emmène tous avec moi, et il est en train d'y parvenir. C'est-à-dire, dans ce sens-là, oui, il est en train d'entraîner tout le monde avec lui, et ce n'est pas un effet aussi direct, ce n'est pas comme un explosif, un missile, qui arrive et frappe un endroit. Non, c'est comme ça. Le missile est très facile à voir, et on peut dire, regarde, celui-ci a frappé ici, pas là. L'effet est indirect. Donc, comme il faut 1 an pour que l'effet soit visible, beaucoup de gens ne vont pas s'en rendre compte jusqu'à ce que le problème soit sur leur table, jusqu'à ce que ça commence à les toucher. Eh bien, il y a déjà une augmentation des prix. Ça, on le voit déjà. Ça, oui. L'effet se fait déjà sentir, n'est-ce pas? Mais une chose, c'est de se dire « Ok mince, le prix a vraiment augmenté. Bon, il faut payer plus. Mais après, je veux dire, comment faire? Soit tu manges moins, soit tu fais autrement. » Mais quand tu dis « Et ensuite, quand il n'y aura plus de nourriture, c'est-à-dire, s'il n'y a pas de nourriture, quelle est la stratégie? » Là, oui, parce que non, enfin, non. Ce n'est pas comme si ça arrivait du jour au lendemain, non? Eh bien, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oui, alors... Oui, dis-moi. J'espère sincèrement qu'ils vont arrêter ça. Je veux dire que ce genre de personnes, comme la secrétaire aux affaires étrangères du Royaume-Uni, ou si c'est celle de l'agriculture, ou je ne sais pas, je veux dire, ce sont ces messages qui, tout à coup, j'espère, vont secouer un peu le monde géopolitique ici, et qu'ils vont se dire, bon, ça suffit avec ça. On ne peut pas permettre qu'un pays, parce qu'on l'attaque, attaque d'autres en retour. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça, et c'est aussi le calcul qu'a fait les États-Unis. Les États-Unis doivent aussi être responsables des leurs. Je veux dire, regarde, quand je suis arrivé, le détroit était ouvert. Alors laisse-moi le garder ouvert. N'est-ce pas? C'est comme ça que ça va commencer, non? Donc quel est le pire scénario? Le pire scénario? Il faut aussi faire attention à cela parce que le pire scénario, c'est que soudainement les États-Unis disent « Je vais je vais y aller à fond » et qu'ils n'y aillent pas à fond. Assez bien calculé et qu'il s'avère qu'ils agissent de manière responsable, mais que cela mette fin à toute la production d'engrais du pays du Golfe et que la situation empire. Oui. Donc je ne dis pas que la guerre soit la solution. Ce que je veux dire, c'est que la solution doit arriver maintenant. Ce n'est pas comme s'ils pouvaient en décider à tout moment et voir ce qu'ils feront. Non, il faut mettre une pression beaucoup plus forte pour ouvrir le détroit ou négocier, n'est-ce pas? Mais il faut ouvrir le détroit de toute urgence. Je veux dire, non, ça aurait dû être fait il y a 1 mois, n'est-ce pas? Sinon, les conséquences sont graves. Je pense qu'avec celle-ci, ça fait déjà 2 guerres, non? Où les pays ont tendance à minimiser la puissance du pays qu'ils vont attaquer. Je pense que ça ne devrait plus arriver. Ça ne devrait plus arriver parce que nous avons déjà changé. Si nous sommes à une autre époque, le fait d'avoir de grosses armes qui coûtent des milliards de dollars, ça ne veut plus rien dire. Non, ça ne veut plus rien dire, pas exactement. Donc ça veut dire que, eh bien, tu vas être super cool dans les films, qui seront des films qui en jettent, mais dans la réalité des guerres, surtout avec les stratégies, les choses changent et changent très vite. Oui, regardez, aujourd'hui je passe à d'autres sujets. Allons-y. Aujourd'hui, une annonce est passée presque inaperçue pour la plupart des gens et on vous en parle ici comme d'une information. Eh bien, c'est important, mais même sur le moment, je n'ai pas saisi toute la dimension. Mais maintenant, nous y avons réfléchi.
Nous avons dit, attends, ici on parle de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, aujourd'hui les guerres évoluent à une vitesse très rapide. La capacité d'adaptation, c'est quand tu es un pays puissant, tu attaques l'autre, mais tu n'obtiens rien de plus que lui. Maintenant, ce n'est plus le cas, c'est-à-dire pendant que l'autre commence à traiter et à se préparer à se défendre, avant cela pouvait prendre des décennies, et c'est là que l'autre en profitait pour t'envahir et te détruire. Oui, oui, oui. Maintenant, le progrès est si rapide et la façon dont les pays s'adaptent est tellement rapide, parce que maintenant, il est très facile que dans un pays. Autrefois, tu arrivais pour envahir un pays et il n'y avait pas... C'est-à-dire, ils n'allaient pas forcément avoir des ingénieurs. Je veux dire, ils n'allaient pas avoir ce vivier universitaire de grands esprits. Pouvoir dire « inventons quelque chose pour vaincre l'autre », non, mais cela a déjà changé. Donc maintenant, n'importe quel pays en développement qui a de bonnes universités et tout ça peut te mettre en pièces. Parce qu'en quelques années, dans le cas de l'Ukraine, combien d'entreprises de défense ont émergé, mais maintenant ils annoncent une bombe aérienne? Non. C'est leur première bombe aérienne créée par les Ukrainiens qui ont réussi à développer cette technologie en 17 mois, alors que même dans des pays puissants, il faut des années, voire des décennies, pour fabriquer une bombe de ce type. Donc cela a été développé beaucoup trop rapidement. Pourquoi ? Parce que l'acquisition des connaissances s'est aussi accélérée avec les idées, avec l'espionnage, avec les ingénieurs de haut niveau et avec le business. Si cela devient rentable et qu'il y a de gros investissements, tu attires des gens qui s'y connaissent vraiment. Et tu as un besoin urgent. Parce qu'avec avec un besoin urgent et une bonne tête, ou beaucoup de bonnes têtes, tu développes n'importe quoi parce que c'est urgent. Tu en as besoin tout de suite. Alors tu y vas, tu convaincs, tu fais tout ce qu'il faut et tu organises tout. Et très vite, tu as une arme qui rivalise avec les meilleurs du monde. Mais on parle de pays qui ont investi des milliards de dollars pendant très longtemps, et là ça s'est fait en très peu de temps. Bombe aérienne du pays qui a pris, comme le dit Pépé, 17 mois pour être prête, tout le développement et tout. Et c'est évidemment une avancée très importante pour l'Ukraine, car cela ferait partie de leur capacité d'attaque à longue distance. Cette ogive pèse 250 kg et, comme l'a indiqué Fyodorov sur son compte X, ce type d'explosif possède un design unique créé spécifiquement pour la réalité de la guerre moderne. Parmi ses caractéristiques, on trouve sa capacité à détruire des fortifications, des postes de commandement et d'autres cibles situées à des dizaines de kilomètres derrière la ligne de front. Les pilotes ukrainiens effectuent également déjà des essais en conditions de combat et procèdent aux premières adaptations de cette bombe aérienne. Et, on assure que cette bombe ukrainienne commencera bientôt à frapper des cibles ennemies. Regardez, là nous le voyons, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est l'essai, disons, qu'il montre de cette bombe. Au final, maintenant, je veux dire, en nous regardant, non? Maintenant, en tant que citoyen d'un pays, ici aussi en Amérique latine, où nous n'avons pas vraiment tendance à faire la guerre. Et ça, je veux dire, ça me fait aussi réfléchir à autre chose, non? Je veux dire, c'est vraiment intéressant, vraiment surprenant. Il n'y a plus de petits pays, n'est-ce pas? Il n'existe plus ces pays que tu vas écraser juste parce que tu es le plus grand. Mais en ce moment, on vit une période très différente, mais aussi, tu vois, imagine qu'on est au Mexique, tu vois, si on arrivait à combler ce besoin, non? Si on y arrivait. Et disons que ce besoin, de guerre, imagine si on commençait à avoir d'autres besoins, peut-être pour le bien-être mondial, n'est-ce pas? C'est-à-dire si on disait qu'on allait se développer d'urgence, ce qui est aussi nécessaire pour améliorer cette fois toute la planète, mais vraiment, non? C'est-à-dire, on va créer et mettre les meilleurs esprits là-dessus. La chose, c'est que là aussi, on pourrait accomplir énormément, non? Sûrement. Écoutez, je vois, et ça aussi, c'est un point à part, non? Je vois que tout à coup, peut-être, beaucoup sont nouveaux ou ne comprennent peut-être pas la dynamique de la chaîne et tout ça, et ensuite ils me demandent comment ils peuvent t'aider, des choses comme ça. C'est très simple, il suffit de liker, de partager, de faire monter le buzz, tout ça aide énormément la chaîne. Et puis, il y en a qui disent « je veux soutenir encore plus la chaîne », des choses bonnes comme ça. Eh bien, si tu veux soutenir encore plus la chaîne et aller un peu plus loin, tu peux nous soutenir avec un pourboire, un super chat, avec les dons, toutes ces façons sont aussi possibles, non?
Mais moi, c'est tout. Sachez que c'est une façon de faire. Même simplement en étant là, en nous regardant à la télé, pour nous, c'est déjà quelque chose dont on vous remercie, vraiment. Maintenant, passons à un autre sujet également important. Nous vous disions qu'au Mexique, en réalité, c'est un phénomène mondial. Mais disons que le rapport du Mexique sort, et je veux commenter cette situation parce qu'il y a un problème qui se pose dans le domaine de la consommation, n'est-ce pas? C'est ce que rapporte El Economista, n'est-ce pas? El Economista rapporte aujourd'hui que la consommation privée au Mexique, c'est-à-dire celle des personnes, est en baisse depuis 4 mois consécutifs. Cela reflète évidemment qu'il y a une crise pour acquérir des biens, l'inflation sur les aliments. Eh bien, rien que comme exemple, nous avons la tomate, comme on en a parlé ici, qui a tellement augmenté de prix. Et le ralentissement sur le marché du travail, ainsi que l'incertitude quant à la façon dont l'économie va évoluer, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. C'est un sujet qui, génère beaucoup de nervosité, et voilà. Selon BBVA Research, les dépenses des ménages ont diminué de 0,4% sur un mois, avec également un recul dans l'alimentation, y compris les aliments consommés quotidiennement, la santé, les hôtels et les restaurants. Les dépenses de services ont baissé de 0,9% et la consommation de biens de 0,5%. Les spécialistes avertissent qu'en ce moment, les familles accordent la priorité aux dépenses essentielles, comme la nourriture, les vêtements et l'éducation, et reportent les achats. Face à cela, nous ignorons ce qui va se passer demain avec la hausse du pétrole et du dollar. Par exemple, dans le cas des envois de fonds, ça ne suffit pas, non, parce que les envois de fonds n'augmentent presque pas. En ce moment, non. Non, c'est-à-dire, les envois de fonds ont diminué. Pourquoi? Numéro 1, c'est très difficile pour les gens de rester aux États-Unis maintenant. Alors, Beaucoup plus. Que va-t-il envoyer? sinon, il n'a même pas assez pour ça. Exactement. Alors, et maintenant, ça rapporte moins ici. Donc, Et ce qu'ils envoient, non, ça ne rapporte pas autant, non? En plus, c'est le problème du peso fort, c'est-à-dire que quand l'argent arrive à la famille, ils reçoivent moins, non? C'est-à-dire, il est trop fort. Et parfois, oui, je me dis que c'est bien d'un côté que non. Le peso n'est pas faible non plus, mais parfois trop de force aussi. oui, la présidente disait qu'un peso fort ne signifie pas forcément que l'économie va bien. Oui, il y a quelques mois exactement, mais les spécialistes disent que peut-être que la Coupe du Monde qui arrive dans quelques mois ou moins. Oui, environ 1 mois, cela offrira un répit temporaire à la consommation en juin et juillet, car des étrangers viendront et consommeront dans les restaurants, etc. Des services, mais bon, cela ne veut pas dire que ça va s'améliorer et que ça s'améliore. À ton avis? Mexico, Guadalajara non, et pas seulement Mexico, Guadalajara et Monterrey. Qu'est-ce que ça va améliorer à Tijuana? Rien, qu'est-ce que ça va améliorer là-bas, à Piedras Negras, à Coahuila? Absolument rien. Enfin, ce n'est pas pareil. Je veux dire, non, rien ne va changer dans ce sens-là. Peut-être les petits bars et tout ça, non? Ok, les gens se réunissent là pour boire une bière le jour du match, mais à part ça, je n'imagine pas, enfin, en quoi d'autre. Ce n'est pas comme si les hôtels de Monclova allaient se remplir, non? Ou ceux de Cancun pour ce sujet-là, non, n'est-ce pas? Je veux dire, non, ça a un effet positif, mais momentané et surtout dans les villes hautes. Très local. Alors, oui, en fait, oui, ça se remarque. Je veux dire, ici, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui travaillent sur ce sujet, vraiment beaucoup de gens. Je veux dire, c'est super. Et qu'est-ce que les gens vont faire quand la Coupe du Monde sera terminée? Je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils font en ce moment dans les 3 villes, et je me demande qu'est-ce qui va se passer. Oui, c'est comme ça, presque toujours. En fait, regarde les histoires des Los Monteles. Ils ont un pic économique, puis une chute ou une baisse, disons. Et malheureusement, avec l'accélération mondiale, c'est un problème, non? Je veux dire, on a de la chance ici d'avoir du pétrole. Ça, c'est un soulagement, parce que si tu ne l'as pas, c'est encore pire, non? Parce que tu dois aller le chercher à l'extérieur alors que le prix ne fait qu'augmenter, augmenter. Ça aussi, évidemment, c'est problématique. Oui. Mais bon, passons à d'autres sujets. Allons-y. Aujourd'hui, il y a eu des réunions entre le gouvernement et un envoyé spécial des États-Unis sur l'île. Il s'appelait Jeff Landry et il y a eu une discussion sur la question de l'autonomie. Tout à l'heure, je vais te parler du Groenland. Tu n'as pas dit Groenland, ce n'est pas ça. Tu as dit Groenland, le gouvernement du Groenland. Alors, le président qui sait ce qui s'est passé lors de cette réunion, mais le président, à la fin de la réunion,
Il a dit qu'il espérait que les États-Unis feraient preuve de respect mutuel. Et évidemment, ils étaient respectueux, donc ils attendaient du respect. De retour après un travail qui s'est terminé, eh bien, en discutant pendant plusieurs mois et les différentes choses qui ont été dites depuis le début se sont répétées. Nous recherchons une coopération fondée sur le respect mutuel et devons respecter la mission du groupe de travail. Entre les États-Unis, le Danemark et le Groenland, c'est ce qu'a déclaré le président du gouvernement autonome du Groenland, Jens Frederik Nielsen. Eh bien, il dit que la position des États-Unis concernant ce territoire n'a pas changé. Autrement dit, ils sont comme l'Iran. Ils s'obstinent à vouloir le Groenland, même si, eh bien, c'était censé être autrement. Je me souviens que ce week-end, nous avons parlé de cela, que la réunion servait à établir plus de bases. Mais apparemment, le sujet selon lequel les États-Unis veulent le territoire du Groenland n'a pas été évoqué à nouveau. Eh bien, Cela a effectivement suscité une méfiance de la part de l'Europe et des États-Unis, et ils accélèrent à nouveau les choses. Qu'est-ce que cela signifie? Que les États-Unis, en particulier Donald Trump, veulent s'éloigner de l'Europe, c'est-à-dire qu'ils veulent intentionnellement être aussi éloignés que possible de l'Europe. En fait, j'ose même dire que dans ses calculs, il veut être en conflit avec l'Europe. Donc, qu'est-ce qu'il voit au juste? N'est-ce pas? Qu'est-ce que Vladimir Poutine lui a dit? Non. Qu'est-ce que Vladimir Poutine lui a dit qu'il allait faire avec l'Europe? Assez pour lui dire « pars vite », parce que ça ne me plaît pas, non? Je veux dire, je ne sais pas, sincèrement, c'est que cela a une réaction directe avec l'OTAN, c'est-à-dire l'OTAN. Elle doit défendre le Groenland, non? Mais comment? Je veux dire, comment va-t-elle défendre le Groenland? Contre une attaque d'un autre pays de l'OTAN, non? Alors, cette approche semblait abandonnée, comme si on ne jouerait plus avec ce genre de choses. Parce que ça paraît idiot, même au sein des républicains eux-mêmes. Mais maintenant, on y revient, et ça me frappe beaucoup. exactement. Ce sujet est de nouveau abordé. Et donc, ils disent qu'ils avaient déjà clairement tracé leur ligne rouge, que le Groenland n'est pas à vendre. Eh bien, voilà le problème. Peut-être que l'un des mouvements les plus attendus était de savoir ce qui allait se passer avec cette affaire, avec cette plainte qu'Elon Musk avait déposée contre OpenAI, parce qu'il s'agit des grands joueurs, n'est-ce pas? Tu veux dire, tu parles de Grok contre OpenAI? D'ailleurs, Elon Musk y avait investi, puis je ne sais pas ce qui s'est passé après. En fait, ce sont les grands qui se disputent, parce que de nouvelles entreprises émergent, ce sont elles qui vont dominer le marché. Et même à l'échelle mondiale. En fait, la vraie concurrence vient surtout des entreprises chinoises et américaines. Jusqu'à présent, aucune entreprise n'a suffisamment attiré l'attention à l'international. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Avec lui, eh bien d'abord, pour ceux qui ne sont pas très au courant de la situation, Elon Musk, comme l'a mentionné Pepe, a été à un moment donné un investisseur dans l'affaire OpenAI. Parce que, eh bien, l'idée était que OpenAI, ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de ChatGPT, allait être un système ouvert, c'est-à-dire il n'allait pas être à but lucratif. Et il y a eu un changement par la suite avec le temps, il y a eu un changement, c'est devenu à but lucratif. Si tu veux le système pro, eh bien, tu dois payer, n'est-ce pas? Et les prix continuent d'augmenter. Et bien sûr, il y a une version gratuite, mais bon, disons qu'à Elon Musk, ce sujet ne lui a pas plu. Il n'a pas aimé que cela devienne quelque chose de payant, n'est-ce pas? Et donc, c'est pour ça qu'il a intenté un procès. Le jury des États-Unis vient de se prononcer contre Elon Musk, d'accord, dans son procès contre OpenAI. Ils disent que la décision est due au fait que Musk a déposé la plainte trop tard, ce qui invalide ses revendications. Point clé pour les questions juridiques. C'est-à-dire qu'il y a un délai de prescription, donc il y a une période pendant laquelle on peut déposer ce type de plainte, mais lui, il a largement dépassé ce délai. Parce que oui, ce problème, ce mécontentement, je crois qu'il existe depuis 2022, non? Donc, plusieurs années sont déjà passées et il était en train de porter plainte. Oui, oui. Donc, il poursuit OpenAI pour 134 milliards de dollars et en plus, il voulait le départ de Sam Altman, qui est le PDG d'OpenAI et qui a déjà été licencié une fois. Il est parti à peine une semaine et ils l'ont fait revenir. Ils n'ont pas pu se passer de lui. Et donc, le jury a également rejeté l'accusation liée à un prétendu mauvais usage de la fondation caritative liée à l'affaire.
La résolution protège non seulement OpenAI, mais aussi des figures clés comme Greg Brockman et le partenaire, celui qui est le partenaire technologique de Microsoft. Parce qu'après que celui-ci soit parti, Elon Musk est entré, oui. Microsoft est intervenu, protégeant OpenAI et l'investisseur. Le juge a aussitôt ratifié le verdict, les portes se sont fermées. Monsieur Musk, allez travailler sur ce que vous aimez ailleurs, n'est-ce pas? Parce que, le combat là-bas était vraiment bon. On va voir ce qui se passe, n'est-ce pas? Parce que, l'approche d'OpenAI, du moins pour l'instant, était ou avait été, n'est-ce pas? Ça allait être à but non lucratif ou sans profit, et maintenant, les opérations se sont orientées vers une logique commerciale. Et aussi, pendant tout ce temps, toute cette procédure judiciaire, les IA chinoises les sont apparues, et le cloud aussi, entre autres. Donc maintenant, la concurrence va dans une autre direction, vraiment. Donc ceux qui utilisent les IA chinoises, dites-nous lesquels sont vos préférés. C'est ainsi qu'ils les ont utilisés, mais aussi avec mes amis ou connaissances qui s'en servent. Là, il n'y a pas de consensus. Certains préfèrent Claude, d'autres préfèrent Grok, d'autres préfèrent OpenAI, donc c'est vraiment varié. Et ça aussi, ça attire mon attention parce que quand les réseaux sociaux sont apparus, c'était comme, si tu veux un message court, alors Twitter, si tu veux la photo de famille, Facebook, si tu veux, une vidéo, alors YouTube, et ainsi de suite. Tout était très clair sur ce que chacun offrait. Dans les IA, la concurrence est totale, non ? C'est-à-dire, toutes veulent tout offrir. Images, vidéos, programmation, enfin, elles veulent t'aider un peu dans tout. En théorie, mais ce n'est pas encore le cas. C'est-à-dire, si soudainement l'une se distingue dans les images, l'autre la rattrape. Puis encore une fois, elle s'égalise, puis l'autre s'améliore et l'égale, et ainsi de suite. C'est comme ça tout le temps. Et écoute, non. Il ne faut pas que des personnalités célèbres apparaissent dans les IA. Non, ce n'est pas possible. Et l'une le fait, et le lendemain les autres font pareil aussi. Moi j'ai une vidéo de 3 secondes, mais j'ai déjà publié celle de 5 secondes. Réalistes, ils passent leur temps ainsi. Ils ne réalisent pas qu'ils se font une forte concurrence. Et soudain, ils se lancent à fond. Comme dans le cas de « mais là, il a retiré la vidéo parce que il était déjà trop tard. Ce n'était plus tenable, ce n'était pas durable, parce que c'est aussi ça le problème parfois. C'est vrai? » C'est vrai. Passons à d'autres sujets, allons-y. Écoute, ici nous avons une visite, spéciale parce que Jack Drake est arrivé, puisqu'il apporte, pardon. Tu te souviens de ce que je veux dire? Moi, c'est la street Pepe, enchanté. Non, c'est que, voyons si tu veux mettre le suivre les autres aussi. Pepe, mucho gusto, Jack. Non, maintenant tu peux dire que je suis nouvelle ici. Mais bon, il est dans une autre phase maintenant, mais lui, il regarde déjà d'autres contenus. Il voit déjà d'autres choses à d'autres niveaux, n'est-ce pas? Mais bon, je passe le bonjour à Jack. Il y a beaucoup de disparus, n'est-ce pas? Évidemment, c'est comme ça, les communautés changent aussi, non? Oui. Bien sûr, ils s'en vont. Je salue Alex. Par exemple, tu te souviens d'Alex? Qui était un gars très espiègle, il n'avait pas de bons commentaires, mais soudain, il est parti. Salutations à Susanna. Rien du tout, rien. Salutations à Suzanne, qui dit salutations à Suzanne à distance. À distance, tu es de Suzanne à distance, mais je ne peux pas. C'était aussi la phrase du Covid. Oui. Salut Susanna, tu te souviens? Susanna est dans la... C'était aussi la phrase du Covid. Oui. Oui, salutations. Que penses-tu de l'interview et de la prédiction de Bill Ryan en 2010 sur les extraterrestres qui s'est révélée exacte? Avec ce qui s'est passé cette année, il ne manquerait plus que la guerre nucléaire, plus rien d'autre. Excellent, laissons-le comme ça, arrêtons-nous là, du moins en ce qui concerne les prédictions sur ce sujet. Chaque année, peu importe laquelle, c'est toujours la même chose qui semble arriver. Donc ce n'est pas qu'il l'a, c'est que chaque année il dit la même chose. Vérifie, il vient toujours me voir. Ce n'est pas la grande révélation aujourd'hui, c'est annuel, non? Jack le disait toujours, donc la prévision s'applique aussi à lui, car il répétait cela. C'est-à-dire, et pareil pour Mossan, et pareil, c'est-à-dire comme Jack. Que si l'année prochaine ça se passe bien et que ça commence déjà, dans ce cas, oui, dans ce cas ça commence vraiment. Et donc, tôt ou tard, ça devait arriver. Et maintenant, c'est un peu ambigu. Ça parce que quand il y a eu la grande révélation, je dirais en tout cas que pour moi, la grande révélation c'est quand les Anglais sont les premiers à publier une grande quantité d'informations officielles, c'est-à-dire ce sont eux qui ont vraiment publié sur leur site. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est environ 1900 dossiers, des documents classifiés qui étaient classifiés et qu'ils ont déclassifiés.
Pour moi, c'est là que commence la grande révélation dont on parle tant, pas celle des États-Unis, celle des Anglais qui a été vaste, donc importante, et qui venait du gouvernement, n'est-ce pas? Autrement dit, si on s'en tient à l'officiel, n'est-ce pas? Sur le plan officiel, celle du Royaume-Uni me paraît la meilleure et la plus importante. Peut-être que les États-Unis ont plus d'informations, oui, peut-être. Ou en fait, on tient tout pour acquis, oui, parce qu'ils ont des bases partout, donc logiquement, ils devraient en avoir plus. C'est ça. Plus d'observations et plus encore. La grande révélation mondiale, c'est le Royaume-Uni. Je pense que c'était comme une expérience pour voir ce qui arriverait, mais rien ne s'est passé. C'est-à-dire, il y avait quelques fous comme nous qui s'intéressaient au sujet. Et donc ici, nous vous avons montré beaucoup des dossiers quand il y avait la route verte, et même ici aussi. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais tu y es encore, c'est très peu. Tu entrais sur la page et tu allais à la section de ces anomalies, et là il y avait tous les documents. Et tu pouvais les télécharger un par un, un par un. Et il y a des photos, des vidéos, des témoignages, enfin des photos, des dessins et des témoignages. Pas de vidéos. Et les vidéos, c'est nouveau. Les vidéos, c'est une nouveauté qui a commencé aussi en 2018, 2019. À cette époque-là, beaucoup de ces vidéos qui circulent aujourd'hui comme la révélation circulaient déjà. C'est-à-dire, ils ne sont pas nouveaux, la plupart d'entre eux ne sont pas nouveaux, mais ils n'étaient pas confirmés, donc maintenant, la nouveauté, c'est qu'ils sont confirmés. C'est-à-dire, cette vidéo-là, vous vous souvenez de quelle année? Eh bien, oui, elle est réelle. Donc, c'est le Pentagone qui l'a enregistrée, c'est fou. Aujourd'hui, beaucoup de fuites sont réelles, pas toutes. On entre dans l'ère de la déclassification et de la compétition pour savoir qui a été le premier. Ou bien, est-ce qu'ils vont vraiment être confirmés? Eh bien, les communicateurs qui disent « moi je l'ai dit en premier », je ne sais pas, c'est un peu de tout, n'est-ce pas? C'était juste pour que le sujet soit abordé ouvertement. Regardez, et si on remonte un peu aussi aux années 2000, non? 2000, non. Quand Wikileaks a-t-il commencé? Quelqu'un s'en souvient? Tu te rappelles le début de Wikileaks? C'était aussi un moment intéressant parce que Wikileaks révèle que oui, enfin... Il l'a exposé en 2000. Qu'est-ce que fait vraiment Wikileaks? Enfin, qu'est-ce que ça révèle? 8-2007. Par là. Voyons, super, enfin... Qu'est-ce que fait vraiment Wikileaks? Ce que fait Wikileaks, c'est donner des informations comment ça s'appelle? De ce que 2006, de ce que communiquent comment ça s'appelle? Eux, les consulats, ambassades. Enfin, c'est ça c'est vraiment pertinent là-dedans. C'est-à-dire, c'est ça l'information importante. Donc là-dedans, il y avait beaucoup de données. Tu vois, par exemple, que le consul d'ici a dit aux diplomates de là-bas, je ne sais pas quoi. Et tout ça, toutes ces rumeurs, non? Parmi ces rumeurs figuraient, toi, des infos sur les ovnis. Donc là, il y a eu un rapport parmi beaucoup d'autres, et vous pouvez aller voir, je ne sais pas si c'est encore possible, mais on pouvait au moins aller sur Wikileaks, ça fait longtemps que je n'y suis pas allé. Et il y a un répertoire. Alors, tu tapes là, tu écris, et tu dis, voyons, je veux le sujet Mexique, pétrole. Et tu obtiens tous les documents fuités sur le pétrole et le Mexique. Regarde, fais attention. Ce fichier-là, c'est une information que la France a envoyée je ne sais où. Donc, regarde, voilà le document. Mais tu mets OVNI, orbe et des choses comme ça. Tu vois alors apparaître de nombreux documents sur ce dont parlaient les diplomates à ce moment-là. C'est vraiment intéressant, non? C'est-à-dire, c'est aussi une autre révélation. Les informations étaient bien discutées à l'intérieur des consulats, et elles étaient aussi discutées avec les agents de renseignement. Parce que cela fait aussi des années que d'anciens agents le disent, ou d'anciens militaires aussi. Ça fait déjà un moment, n'est-ce pas? Comment va Susanna Distancia? On n'avait pas vu Susanna Distancia depuis longtemps. Oui, salutations Susanna et un grand merci à Anna Hughes pour ses abonnements. Merci beaucoup Susanna, merci beaucoup Anna Hughes pour ses abonnements. D'ailleurs, c'est Phosphocile qui en gagne un, Susanna Distancia aussi, justement. Susanna, tu es venue pour la première fois? Enfin, depuis quand? Ça fait un petit moment que je te regarde. Que je suis tombée dessus directement? Et tu tombes, je suis tombé, tu vois, c'est tout. Salut. Salut, à qui est-ce que j'envoie ça? Pardon, voyons, il dit, et à Diego Sotelo. Pardon. Excellent Diego, eh bien voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment Anna pour ce soutien. Merci beaucoup. Marvin dit, il y a un nouveau joker dans l'étude et la recherche sur les ovnis et omnis. David Potro de Colombie et ses sphères physiques bien réelles. Salutations Marvin. Salutations, comment vas-tu? Très bien. Salutations à Perla, et j'attends les vidéos d'extraterrestres, dit Perla. Salutations Perla. Salutations Perla, comment vas-tu? Et Jalala dit, Groenland n'est pas seulement une île gelée, c'est l'une des pièces les plus importantes de l'échiquier mondial.
Les États-Unis savent qu'en laissant cet espace libre, la Chine ou la Russie ne prennent l'avantage sur les routes commerciales, les minerais stratégiques et le contrôle militaire de l'Arctique. La guerre moderne ne se mène plus seulement avec des armes, mais aussi avec la position, les ressources et la domination. Eh bien voilà, très intéressant. Qui dit Jalala? Jalala. Jalala, un grand salut. Comment ça va? Blague pour Grincheux. Au bureau, le patron et son employé. Que s'est-il passé? Je peux être en retard au travail, car je vais être père. Aujourd'hui? Non, dans 9 mois. Imagine celui-ci Déjà en train de séparer la journée. déjà d'un coup sans ça. Pour qu'ils ne disent pas que c'est un mauvais père. Il dit une blague entre petits vieux. Quand je mourrai, je veux être incinéré. Moi, je préfère être enterré. Et toi, Antonio? Avec tout le vin, la bière et l'alcool que j'ai vu, je crois que je vais finir en bouteille. Ah! Il est déjà alcoolisé. Vous êtes mort, c'est tout. Celui-là, je vais juste le mettre en bouteille. Oui. Salutations à Robin. Je pense que la grande révélation sera quand la mer apparaîtra dans un drone nodrice et que les AIC extraterrestres en sortiront. C'est aussi la grande question. Bien vu, Roby. Qu'est-ce qu'une grande révélation? En quoi consiste-t-elle? Car à ce stade, répéter la même chose n'en est plus une. C'est-à-dire, tu aurais besoin, enfin je pense que nous aurions tous besoin d'avoir déjà un peu plus d'action. Quelque chose de plus, n'est-ce pas? C'est-à-dire, je ne doute pas que certaines images de ces... Des extraterrestres, non. Il y en a un dans une interview, tu te rappelles? Celle-ci, l'interview très célèbre, certains s'en souviendront. Une autre d'une autopsie, aussi très célèbre. Oui. J'ai rencontré des experts en médecine légale et des médecins légistes affirmant « Oui, c'est réel, c'est une personne, même si on ignore de quel type. » Ça ne va offenser personne. Personne ne sera offensé, même pas un extraterrestre, c'est bien une vraie personne. Un autre dit « Non, non, c'est truqué. » Toujours des débats là-dessus. Je croyais que c'était fini, mais non. Je suis sûr qu'ils vont bientôt sortir quelque chose. Non, celui-là était meilleur, mais d'autres vidéos circulent depuis longtemps et confirment que celle-ci est réelle. Celui-ci, même s'il sonnait bizarre et très faux, eh bien oui, c'est ça, il l'était vraiment. Ou des photos aussi, non? Des photos de ces soi-disant non-humains. Eh bien, plus tard, vous saurez alors à quelle image vous pensez. Eh bien, si c'était une fuite, ha ha ha, non. Si c'était réel, ha ha ha. Et voilà, c'est fini. C'est-à-dire, bon, pour moi, ce sont des révélations intéressantes, pas la grande révélation. Je dirais que la grande révélation serait qu'ils annoncent officiellement quelque chose pendant la Coupe du Monde, non? Ou quelque chose comme ce qu'ils sont censés faire. Et qu'ils disent « Regardez, oui, oui, il y a des gens. » Qu'ils le disent ouvertement, non? Oui, nous avons des preuves. Il y a une intelligence supérieure. Bon. Regardez, ça a coupé exactement quand il disait « Bon, voilà. » Et aussi, une autre chose qui attire mon attention, c'est qu'on dit aux religieux, aux groupes religieux, de se préparer. Ça aussi, parce qu'ils savent que ça, c'est-à-dire que le fait de dire à ces groupes religieux « Écoutez, préparez-vous », ou par effet domino, il y aura d'autres groupes religieux dans le monde entier. En disant « Écoute, il faut parler aux fidèles, il faut parler avec... » Non, il faut exposer leur vision, non, de leur avis sur d'éventuelles entités non humaines intelligentes sur Terre et ce que cela implique théologiquement, en donnant leur interprétation, non? Quoi d'autre te vient à l'esprit? Pour Marguerite, dit-il, un psychopathe entre dans un magasin aux États-Unis, reçoit un fusil d'assaut avec lunettes de visée, 4000 munitions et une boîte de pénicilline. Pardon, monsieur, pardon, mais nous ne pouvons pas vous vendre d'antibiotiques sans ordonnance. Sauf ça? Ça non. Ça non. Ça non, il dit. Ce sont des êtres ultraterrestres, dit Wilco. Par exemple, non. Ils disent qu'ils ont vécu ici et ont toujours été là. Donc on est fichu? Ne vous inquiétez pas, ils sont là depuis des millénaires et ne vous dérangeront pas maintenant s'ils ne l'ont jamais fait. Mais maintenant, on entre dans une période temporaire, peut-être. Eh bien, un peu de paranoïa, non? Donc oui, si jamais cela devait arriver un jour, il faudrait vraiment que ce soit très bien planifié. Parce que sinon, le problème devient vraiment plus grave. Et non, je veux dire, ce ne sont pas des démons. Sérieusement, arrêtons avec ces histoires, s'il vous plaît. Il faut commencer à aborder ce sujet avec plus de maturité. Non, ce ne sont pas des démons. Ils ne le sont pas, je veux dire. Comme quand ils ont dit que les Blancs étaient des démons à leur arrivée. Exactement, je veux dire, non, par exemple, non, ce n'est pas comme ça, n'est-ce pas? C'est comme dire, est-ce qu'un hibou, une girafe ou un rhinocéros est un démon, tu vois? Eh bien, c'est juste un être vivant, rien de plus, n'est-ce pas? Comme toi, moi, tout le monde. Ça suffit, s'il te plaît, avec ces histoires.
C'est vrai que ça m'agace un peu, franchement, ces commentaires-là. Je te salue, mais excuse-moi, non, ça suffit. Il faut qu'on passe au niveau suivant et qu'on commence à évoluer un peu. Parce que sinon, ça commence à ressembler à un retour au Moyen-Âge, tu vois. Et ces choses-là, regarde, c'est fini, c'est du passé, non? Cipriano demande « Pourquoi accepter ton interprétation qui dit que ce ne sont pas des démons? Tu n'as rien à accepter, ne m'écoute pas. Il y a plein d'autres chaînes. Tu peux aller sur des chaînes chrétiennes, religieuses, bouddhistes, ce que tu veux. Va vers l'interprétation qui te parle, qui te plaît. J'ai aussi le droit ici de dire et commenter ce que je veux. » Et justement, je dis que ça me paraît idiot de dire que ce sont des démons. En fait, j'insiste, n'importe quoi peut être un démon, non? Qui me prouve que tu n'es pas un démon? Ou moi, ou n'importe qui. Finalement, tout le monde peut le dire. Et donc, qu'est-ce que ça vaut, tout ça? Parce que voyons, si tu vas dire ça, donne-moi la preuve. Où est ta preuve? Dis-moi. Je n'interprète rien, je dis juste que ce n'est pas comme ça, car il n'y a aucune preuve. Montre-moi une preuve de l'existence de ces entités, car elles n'existent pas, n'est-ce pas? Déjà, commençons par là, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ces entités n'existent pas. Et si toi tu veux te laisser tromper par ce genre de sujet en disant que ce sont des démons? C'est ta décision, n'est-ce pas? Chacun s'illusionne comme il veut, n'est-ce pas? Salutations, il dit, mais bébé, ils se comportent comme des démons. Mais il dit, mais qui a dit comment se comportent les démons? C'est-à-dire? Non, à cause des adoptions. À cause des adoptions, mais... Mais les humains font la même chose. Par exemple, quand les humains voient un nouvel animal, ils le dissèquent. Dans ce cas, nous serions aussi des démons selon cette logique. Eh bien, si tu raisonnes comme ça, rien qu'en allant pêcher et en attrapant un petit poisson, tu es déjà en train d'enlever un poisson, n'est-ce pas? Un être vivant. Alors, au final, qu'est-ce que ça veut dire être un démon? Je veux dire, qui a interprété ça? Qui a inventé ça? Parce que c'est une invention, non? Qui a inventé ce sujet? Eh bien, les religions, n'est-ce pas? Et pourquoi l'ont-elles inventé? Eh bien, pour contrôler. Pour dire, ici, il existe le mal. Le mal est vu comme un monstre ou une attitude monstrueuse. Comporte-toi bien, sinon il t'arrivera quelque chose. Et, eh bien, nous savons très bien, n'est-ce pas, que c'est cette interprétation, et qui l'a faite, et pourquoi il l'a faite, n'est-ce pas? Il dit, salutations. Christo, comment vas-tu, Christina? Salutations. Christo, comment vas-tu? Salut. Salutations à Isa Ibarra. Et oui, imagine si c'était comme sur la photo que Trump a publiée, et voyons, comme ça, en carré. Et... Kamame, ce n'est pas la meilleure, dit Cipriano. Tous les contactés et les ufologues, ceux avec qui j'étais à l'Est, eh bien, il dit les ufologues, il dit et rien, il dit les ufologues. En gros, les fanatiques y transmettent une philosophie orientale, c'est-à-dire qu'ils parcourent des millions de kilomètres pour prêcher des croyances orientales, totalement d'accord avec l'icône Cipriano. Mais ce ne sont pas les urologues, mais les ufologues, beaucoup, mais pas tous, car il ne faut pas généraliser. Non, ce n'est pas vrai que tous, c'est-à-dire certains contactés et certains de ces ufologues les moins sérieux. D'ailleurs, ils sortent ces théories comme s'ils étaient des philosophes, non? Et ils apportent la paix et l'amour, tu vois, c'est cool. S'ils sont cool, tant mieux, c'est super. Mais ils ne t'apportent pas de nouvelles informations et ils te déconcertent. Cet amour et cette paix, ce n'est pas seulement chez les orientaux, tu vois. Le christianisme aussi et d'autres religions apportent aussi ces messages d'amour et de paix. Je veux dire, le message d'amour et de paix n'est pas mauvais, mais ce n'est pas une invention des ovnis. C'est une invention à nous. Nous-mêmes, nous avons la capacité et l'évolution suffisante pour bien nous entendre, et créer des concepts d'amour, et créer des concepts de respect, etc., etc. Le respect de la planète, tout cela vient de nous. C'est nous qui l'alimentons, nous créons ces concepts de respect, parce que nous avons aussi suffisamment évolué pour dire qu'il faut se respecter et qu'il faut respecter la planète. C'est-à-dire, non, je l'ai toujours dit, Cipriano, depuis des années, en disant « Voyons si tu vas m'apporter des informations », et non, non, qu'ils ont parcouru des millions de kilomètres. Ils vivent ici et ils sont ici, c'est la théorie la plus, disons, plausible, non? C'est-à-dire qu'ils sont ici et qu'ils ont toujours vécu ici. Ils ont toujours été là. Comme je ne le sais pas, n'est-ce pas? Mais en supposant que ce soit le cas, non, et qu'ils soient ultra super révolutionnaires, eh bien, c'est ce à quoi je m'attendrais. Dans le cas où il s'agirait d'un message, tu t'attendrais à un message de quelque chose qui soit vraiment totalement unique et inconnu, n'est-ce pas? Si c'est un message qui existe déjà, je le connais avec les virus, ou avec John Lennon, ou ce poste, ou avec le bouddhisme ou le christianisme, parce que, j'insiste, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, il y a beaucoup de connexions.
Eh bien, dans ce cas, non, 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 tu n'apportes rien de nouveau, non. Je veux dire, tu es censé être très évolué pour venir me dire la même chose. Ça, je suis tout à fait d'accord, dit Pépé. J'écoutais à la radio qu'ils avaient créé une appli, il dit attends. Il dit, voilà, c'est ici. Il dit que quand il pleut et qu'il y a des passages inférieurs inondés, on va prévenir pour prendre des itinéraires alternatifs. Des itinéraires alternatifs, c'est urgent? Mais il le fait, je sais pas si enfin, utiliser Google, pour conduire, bon, mais celle que j'utilise, moi non. Il ne va pas te dire si c'est inondé ou pas, ça c'est secondaire, il va juste te dire de ne pas passer par là, point final, c'est tout, n'est-ce pas? Je l'utilise tous les jours, mais je suis têtu, je ne veux pas l'écouter. Aujourd'hui encore, il me disait de ne pas passer là. Mais non. Là où il y a du rouge, pas de passage et tu mettras longtemps à arriver. Le routeur propose plusieurs itinéraires, non? J'ai eu de la chance qu'il y en avait beaucoup. À un moment, j'ai suivi sans réfléchir l'itinéraire de Google. Je me suis senti comme Homer Simpson chez les francs-maçons, tu te souviens? Oui. Tu sais, parce qu'il prend un tunnel, et il passe par le tunnel, et il arrive toujours super tôt partout. Eh bien, imagine-toi que c'est comme ça que je me suis senti, parce que je tourne, tout le trafic était à l'arrêt, mais pas pour moi. Je prends un itinéraire alternatif qui est littéralement une rue parallèle, mais qui est 3 pâtés de maisons plus loin. C'est-à-dire que je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais vue. C'est une zone avec des entrepôts, un peu industrielle, déserte. J'ai dit à mon ami, celui que je devais emmener à l'école, que c'était une zone d'entrepôt, un peu industrielle et déserte. Il regarde derrière, il n'y a personne, il regarde devant, il n'y a personne, on arrive très vite jusqu'à l'avenue où on allait, bien sûr, après on s'est retrouvé coincé ailleurs, plus loin, et pourquoi on s'est retrouvé coincé? Parce que ce n'est pas légal. Il dit que littéralement, il vient de me donner une gifle sur la carte. Il m'a dit de passer par là et ça s'est bien passé pour moi. La fois suivante, j'ai repris la même route que d'habitude. J'avais déjà étudié cet itinéraire, on l'a encore emprunté aujourd'hui. Quand j'ai tenté un autre trajet, ça s'est mal passé, ce n'était pas rapide. Nous, père et... Nos saltamos todo ese Parce qu'en ce moment, avec le métro et la Coupe du Monde et tout ça, il y a certaines zones, oui c'est le chaos et ce sont toujours les mêmes zones par lesquelles on passe. Donc, nous développons ici à Oleano une patience vraiment impressionnante, monsieur. non mais la patience avec les applications vient du manque d'attention qu'on leur porte. En réalité c'est exact. Parfois je remarque qu'une file de voitures avance, puis soudain quelqu'un fait un mouvement étrange et prend une autre rue. Je pense que ce sont ces rares personnes qui choisissent soudain l'itinéraire alternatif. Il dit que la technologie n'existe pas parce que je ne lui prête pas attention. Parce que je ne lui prête pas attention. Salutations à Marvin, à Kudassak, comment vas-tu? À Heidi qui dit bonsoir à tous. Salutations à Aurelio Garcia qui dit papa. Et encore des salutations. Moi je crois en d'autres êtres. Et au vaisseau, non, parfois tu ne pries pas. La nuit, je vois des lumières très haut, très haut. Elles voyagent à grande vitesse et j'ai vu qu'elles lancent des éclairs, dit Aurelio. Et merci beaucoup à Aurelio. L'information. Et je vais vous proposer une définition pour voir ce que vous en pensez, alors donnez-moi votre avis. Définissons un démon au-delà de l'aspect métaphysique ou religieux comme quelqu'un de très mauvais qui veut le mal. C'est la définition que j'ai reçue quand j'étais enfant à l'école de religieuse. D'accord, on va définir que c'est quelqu'un de mauvais, non? C'est ce que tu croirais aussi, non? C'est-à-dire, c'est ce que tu utilises comme concept, non? Le concept de démon? Qui est quelque chose de mauvais? Oui, la pure méchanceté. La pure méchanceté, d'accord. Alors disons que la pure méchanceté est un démon, appelons-la comme ça. Si on le voit comme ça, alors là oui, ça peut s'appliquer. Qu'il puisse exister des extraterrestres qui soient des démons, mais aussi des humains. Oui. Aussi des humains, donc parfaitement. Il y en a, non? On peut alors dire, regarde, c'est un démon, non? Et là, ce n'est pas tant qu'il ait des petites cornes ou quoi, non, 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 mais que son comportement est de la pure méchanceté. Là oui, il y a des êtres humains comme ça. Et regardez, et je ne pense pas que... Je ne sais pas, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne crois pas que la méchanceté existe chez les êtres, chez les animaux. Parce que les animaux sont normalement... C'est-à-dire, quand ils attaquent, c'est instinctif, n'est-ce pas? Mais supposons qu'elle existe, non? Eh bien, ça pourrait exister dans le monde animal, pour ainsi dire, dans le monde des êtres vivants. Il y a des choses qui veulent la mort et des choses qui veulent la vie, non? Alors quand tu veux la mort pure, la mort absolue, comme le cancer, pour ainsi dire, non? Qui est de tout détruire, toute l'entité, eh bien tu dis, eh bien, ce cancer c'est un démon, pour ainsi dire, disons-le en termes théologiques, non? Pour essayer d'élargir un peu plus nos points de vue à tous, non? C'est-à-dire, de ce point de vue-là, on pourrait dire, alors oui, n'est-ce pas?
C'est un démon, enfin pas tellement parce que je crois qu'il a des petites cornes ou que c'est un être métaphysique, mais simplement parce qu'il existe ce mal, dans ce sens-là, qui veut le mal absolu, n'est-ce pas? La mort absolue. Donc c'est, disons, le terme le plus cliché, n'est-ce pas? C'est-à-dire le type typique de film ou d'histoire, de livre. Mais bon, de ce point de vue-là, je crois quand même qu'il pourrait y avoir des êtres d'autres mondes qui soient comme ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire, selon ma logique, tout comme il existe des bons, pour ainsi dire, il existe aussi ceux qui ne le sont pas, n'est-ce pas? Donc là, il me semble qu'on pourrait arriver à un point où il existe des mauvais, oui, et il existe aussi des bons. Et moi, oui. Si le sujet vous intéresse, lisez Salvador Friciedo. Ne croyez pas tout sur parole, c'est-à-dire remettez tout en question. Mais je trouve ça très intéressant, parce que lui, il a cette théorie, il a été prêtre 30 ans jésuite, donc il a une conception très religieuse de tout, c'est-à-dire ses opinions sont très axées sur le religieux. Je le dis à ceux que ça intéresse car ici, la communauté chrétienne est nombreuse et chacun est respecté. Mais disons que du point de vue de ce théologien, de ce père, ce personnage dit en gros que lui. À un moment donné, dans l'une des dernières interviews que j'ai pu voir de lui, il disait « Je pense que la majorité de ces êtres d'autres mondes sont bons. Je pense que la plupart le sont. Mais s'il y en a un ou deux de mauvais, Comme sur Terre, jusqu'ici nous n'en avons qu'un ou deux, combien d'êtres? Je veux dire, de vrais méchants, des personnages qu'on peut vraiment qualifier de maléfiques. Eh bien, il y a par exemple Poutine, Kim Jong-un, et vraiment pour certains, Trump, Hitler, Mussolini. Il y en a quelques-uns, mais c'est suffisant. Oui, oui, c'est suffisant. Ils sont peu nombreux, mais assez pour te faire croiser des psychopathes vraiment fous. oui, il y a des groupes comme Daesh, mais pas beaucoup. Des terroristes partout, exactement, il n'y en a pas tant que ça. Tu as raison. Et il donnait cet exemple de l'immeuble d'appartements. Il disait « Tu vis dans un immeuble, il y a 100 appartements. Ils sont tous honnêtes, tous sont bons, je ne sais pas quoi, mais on te dit qu'il y en a un qui est un voleur. Qu'est-ce que tu vas faire la nuit? Tu vas fermer à clé, n'est-ce pas? Si tu savais que 100% sont honnêtes, tu laisserais même la porte ouverte. Et en fait, dans beaucoup de villages, on a l'habitude de laisser la porte ouverte parce qu'on fait totalement confiance aux voisins et à tout le monde. Jusqu'à ce que quelqu'un vole, alors là on ferme la porte, n'est-ce pas? C'est pareil ici. Non, je ne pense pas qu'on puisse faire confiance aussi facilement, même s'ils viennent d'un autre monde, non. Je veux dire, tu dois vraiment être vigilant, et ce dans n'importe quelle situation, non? Mais bon, un énorme salut, merci beaucoup pour cette adhésion, ce super chat, c'est ce que j'ai fait. Il dit, par exemple, que leur message est surtout de la philosophie orientale. Ensuite, il suppose qu'une civilisation intelligente serait bien plus éloignée de nous. Comment établir un contact? Soudain, plusieurs espèces le font en même temps. L'histoire de l'ufologue, enfin urologue, c'est une erreur de correcteur. Je sais. Évidemment, c'est pour plaisanter, c'est pour qu'on ne prenne pas tout ça trop au sérieux, n'est-ce pas? Ce que tu dis, hein, toi, moi et Astrid, il ne faut pas trop prendre ça au sérieux. Si j'ai taquiné, c'était pour plaisanter. Taquinez-moi aussi, d'accord? Et quand on m'appelle le chauve ou qu'on me dit je ne sais quoi, ça ne m'énerve pas, ça ne me dérange pas. C'est aussi pour plaisanter, n'est-ce pas? Parce que sinon, ça devient trop sérieux, et ce n'est pas le but, non. Ce n'est pas l'idée de se disputer ou de se battre, dans tous les cas, c'est de discuter, de converser. C'est ça qui est beau. Et oui, ce n'est pas qu'ils ont tous voulu donner des messages en même temps. Cipriano, ça fait toute leur vie qu'ils donnent des messages. Tu parles du Moyen-Âge, mais si tu vas encore plus loin, Mira, quand tu vas et que tu lis, que ce soit les livres sacrés, que ce soit l'Ancien Testament, qu'est-ce que ça te rappelle? À quoi ça ressemble quand Moïse faisait ses descriptions? Non, que si. En gros, ce qu'ils te disent, c'est des messages d'un vaisseau, d'un objet lumineux qu'ils voient, qui descend et qui te donne certains concepts de base pour que tu puisses vivre. Plus ou moins, c'est ça. En paix. En paix avec tes proches, et donc voilà, non? Mais ça, non, ce n'est pas seulement dans le christianisme, dans toutes les religions, il y a ce genre de rencontres. Attention, elles ne sont pas toutes pareilles. Elles ne sont pas toutes pareilles. Il y a eu des rencontres très sombres, très dures, très, je dirais même négatives, n'est-ce pas? Enfin, vraiment obscures, tu vois? Donc, oui, il y en a. Je crois vraiment qu'il y a une guerre, tu vois? Ou qu'il y en a eu, ou qu'il y a toujours eu une guerre, tu vois? Entre les uns et les autres, tu vois? Et là, je suis d'accord sur ce point avec ce gars bizarre, tu vois?
C'est pour ça que je vous recommande ces livres. Parce que, j'insiste, il ne faut pas non plus croire tout ce qui est écrit là-dedans. Mais c'est vrai que quand on regarde l'histoire, il y a toujours eu quelque chose de spirituel. Qui te dit « c'est comme ça » ou « non, 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 c'est comme si » ou « je ne sais pas quoi » et tout ça. Au final, la question c'est « qui ça nourrit ?» C'est-à-dire toute la haine, ça nourrit qui ? Toutes les guerres, qui ça nourrit ? Au-delà de l'argent, de l'économie, de tout ça, qui ça nourrit ? C'est-à-dire à quoi nous servent tous ces conflits ? Parce qu'en réalité, ce serait très facile de bien s'entendre. La vérité, c'est que ce serait extrêmement facile de bien s'entendre. Mais il y a autre chose, n'est-ce pas ? Il y a quelque chose d'autre qui nourrit ça, n'est-ce pas ? Alors, je veux aller plus loin, mais ce n'est pas non plus la chaîne pour ça. Mais on peut le faire sur une autre chaîne dans le podcast 78, n'est-ce pas ? Pour l'aborder plus tranquillement, il dit aussi « Ouais, c'est P, 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 P. Je ne veux pas rater l'autre super chat. Aïe, aïe, aïe. » Nous... C'est tout simple? Oui, j'en ai vu un autre, celui-ci. On en a parlé, voyons voir. Celle-ci, c'est vrai. Salutations, merci, annonce-le. Vous voyez, je ne sais pas si il m'a encore dit, mais salutations. Salutations, Lisa. Salutations, Anna, et salutations, Chigano. Super commentaire. Quoi d'autre par ici? Salutations. Il ne le dit pas? Il dit que dans... À l'époque du symbolisme? Nous répéter dans différentes cultures, font penser que peut-être... Peut-être que le véritable héritage n'est pas la technologie, mais la compréhension. Comprendre que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand et que la planète entière fonctionne comme un vaste réseau reliant l'énergie, la conscience et l'univers. Salutations, Salomon. Tu viens de soulever un point vraiment énorme, c'est-à-dire il y a plein de connexions, même antérieures, non ? Par exemple, il y a des concepts chrétiens avant le christianisme, je veux dire, mais des concepts littéralement comme ça. Il y a des Christ sur de petites figurines anciennes d'Égypte et d'autres endroits où ils mettent un petit âne, n'est-ce pas ? Je ne sais pas si tu as vu ça. Ils mettent un petit âne comme ça, crucifié. Beaucoup pensaient que c'était en des sacrilèges ou des fous opposés au Christ. Je ne sais pas. Non, ils étaient antérieurs au Christ. Donc ce symbole dans l'Antiquité, ce qu'on pense que c'est qu'il représentait le pouvoir de détruire ta part animale. Imagine que ce petit symbole, ce qu'il signifiait, c'est un peu lié aussi à ce qui concerne la crucifixion, dans le sens où tu vas t'élever vers quelque chose de plus, n'est-ce pas ? Tu vas cesser d'être simplement humain. En gros, tu deviendras l'humain-dieu, n'est-ce pas ? Donc ce concept existait déjà, n'est-ce pas ? Et même le concept de la naissance d'un enfant, d'une vierge, et tout cela existait bien avant. À plusieurs époques, le même schéma s'est répété, où quelqu'un naissait qui venait de... Enfin, tous ces schémas, comme tu le dis bien, sont aussi des cycles que nous avons eus et que... Eh bien maintenant, nous vivons un concept très différent. Je veux dire, en ce moment, nous vivons un... Enfin, au-delà des religions, n'est-ce pas ? Nous vivons un concept. Mondialisant, c'est-à-dire que littéralement, nous suivons littéralement en direct ce qui se passe partout sur la planète. Non, si des gens protestent en Irak, nous le savons en temps réel, nous en parlons et le voyons ici. Et si ce qui arrive, si le ciel est devenu rouge en Irak, comme aujourd'hui, nous le savons en temps réel. Avant, c'était presque des événements légendaires. On disait que, à telle époque, en telle année, le ciel était devenu rouge à tel endroit et on lui donnait toute une signification. Mais maintenant, nous savons que le ciel rouge, c'est du sable. C'est-à-dire, c'est du sable. Qui s'élève, c'est un phénomène qui se produit de temps en temps qui est vraiment pénible. Parce que oui, 2000 personnes hospitalisées. Nous vivons une époque très différente, très intéressante, très unique, et j'espère que, d'après ce que je vois, oui, il y a une évolution à bien des égards chez l'être humain. Enfin, allez. Bon, les gars, souvenez-vous que nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur Telegram, et là, oui, tu peux aller remplir les cases pour ton fils. Moi aussi, je vais faire exactement la même chose. La même chose, littéralement la même chose. Et on se retrouve demain. Souvenez-vous que nous sommes aussi sur Facebook, X et Instagram. Merci beaucoup pour votre soutien, on continue à discuter. C'est super que les échanges aient lieu ici. Salutations à tous et à la communauté qui disparaît parfois, ne partez pas trop. N'oubliez pas de partager, de liker et bien sûr de laisser votre commentaire, c'est toujours excellent. Je vous embrasse. Et écoutez, il y a quelque chose de très étrange, de nouveau pour moi au moins, c'est que je peux vous répondre dans les commentaires. Donc, quand vous laissez un commentaire, eh bien, je ne sais pas quoi, Astrid et moi, nous pouvons vous répondre par message vocal. Dans les commentaires sur le téléphone, vous pourrez écouter parfois, car on ne peut pas répondre à tous. Parfois, on vous répondra. Aujourd'hui, j'ai répondu aux 3 commentaires à l'oral pour tester. J'espère que ça marchera. J'espère que c'est bien arrivé à ceux concernés.
Dans les commentaires, il arrive que nous répondions nous-mêmes. J'espère aussi que cela vous plaira. Et celles qui suivaient faisaient toujours attention. Elles font toujours attention. Nous interrompons votre programme habituel. Merci d'être à l'écoute de la vérité. Voici Pépé. En direct, la vérité est intense, pure. L'insolite est réel. Pure, ici, nous analysons, approche globale, ne reste pas à l'écart, connecte-toi à la chaîne, Pépé en direct contrôle le signal. Pépé et Astrid disent la vérité, journalisme brut. Ici, on respecte, active l'alerte, ne perds pas la trace. À la prochaine, oui monsieur. Nous faisons l'appel. Abonne-toi. Pépé en direct, dans la place. Abonne-toi.